Oseille TV, pour que les gens comprennent, en profit annuel, c'est un bon 1,5 million. Clairement, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée que de partir de France. Si on est pragmatique, comme je viens de le dire, je gagne plus de 500 000 $ par an, même si je me lève pas. J'ai eu près de 2 millions de dollars dans l'ancien Bull Run. Je me suis associé avec mon oncle, on a créé une SARL au Maroc. On est arrivé rapidement dans le top 100 des meilleures maisons d'hôtes au Maroc. Il y en a plein d'autres brokers qui m'ont contacté. Je pense que c'est de la merde, les autres. Je ferai une vidéo, par exemple. C'est de la saloperie, tout simplement. Ok, je vais avoir des problèmes, merci. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour un deuxième numéro de cette série, à chaque fois on va dire un petit peu hors série, que j'ai appelé Entrepreneur tout terrain. Et aujourd'hui, je ne reçois pas n'importe qui, puisque je vous ai préparé une invitation spéciale avec Julien d'Oseille TV. Je suis très heureux d'accueillir, avec lequel on va pouvoir parler de plein de sujets, et j'espère des sujets, si vous connaissez des sujets qu'il n'a jamais abordés, des questions qu'on lui a jamais posées, et surtout de vous montrer un petit peu la dimension de qui est Julien et de ce qu'il fait dans la vie, entre guillemets. Donc pour ça, Julien, je voudrais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore sur le YouTube game du business en ligne, est-ce que tu peux te présenter? Ça marche. Déjà, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Donc je m'appelle Julien, comme tu l'as dit, j'ai 35 ans. J'ai commencé le business il y a maintenant 13 ans. Au départ avec des maisons d'hôtes au Maroc. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, je me suis lancé sur Amazon. Et 2 ans après m'être lancé sur Amazon, j'ai lancé une chaîne qui s'appelle Oseille TV. Et donc voilà, c'est ce que je fais principalement. Au-delà de ça, je suis aussi investisseur, donc je gère ma propre fortune et je lance des petits SaaS sur le côté au cas où je m'ennuierais un petit peu et qu'il me resterait un peu de temps libre. Voilà ce que je fais. Voilà un petit peu mes activités et qui je suis. Trop bien. Bon, on va y revenir parce que ça fait quand même beaucoup d'activités. On pourrait se poser la question, est-ce que Julien, il est cloné? Est-ce que c'est une IA? En fait, t'es un peu partout. Et c'est ça que j'aime bien parce que, voilà, moi, je parle souvent de Vortex dans cette chaîne. Et tous les entrepreneurs que j'invite dans Entrepreneur tout terrain, ils ont ce côté-là aussi. Ils ne se sont pas concentrés que sur une chose. Ils ont progressivement ajouté, on va dire, ils se sont nourris d'autres choses. Toi, tu l'as dit, il y a le côté e-commerce, infopreneur, investisseur, tout ça, les SaaS. L'affiliation. L'affiliation, on va y revenir. Et oui, c'est vrai que le point commun, c'est qu'il y a un peu d'affiliation pour tous les invités. Déjà, ok, on va mettre de côté toute cette partie Amazon FBA. Et puis, on avait déjà fait une interview ensemble pour les personnes qui ont lu mon livre. Je vous mets la couverture pour rentrer plus dans ton histoire et dans comment tu as construit tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ok, FBA, c'est fait. À partir de quand tu t'es lancé sur YouTube et surtout pourquoi? Ouais, bonne question. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai dû me lancer à peu près 1 an et demi, 2 ans après m'être lancé sur Amazon, réellement sur YouTube. Au départ, timidement, comme tout le monde, quand on lance une chaîne, on publie une vidéo, on en publie une autre 3 mois après, et puis après, on prend un petit rythme. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube ? En fait, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le côté opportunité. Comme quand tu vends un produit sur Amazon, tu cherches une niche où il y a peu de compétition et où tu peux apporter quelque chose. Amazon FBA sur YouTube francophone, à l'époque, c'était le grand néant. Tu vois, il y avait une ou deux personnes qui en parlaient pas très bien, puisque moi, je vivais le truc de l'intérieur. Tu vois, je lançais mon business et je me rendais compte que les types, ça devait pas être des gros vendeurs, ou alors peut-être que certains n'avaient peut-être jamais vendu sur Amazon. Donc voilà, c'était un peu la configuration, et donc je me suis dit, je pense pouvoir apporter quelque chose, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Il y avait le côté aussi que j'aimais partager, c'est-à-dire que quand je lançais ce business d'Amazon, je passais mon temps à en parler autour de moi, les gens me posaient du coup des questions, étaient très intéressés, parce que la plupart des gens à l'époque, maintenant, ça commence à se démocratiser, on comprend qu'il y a des vendeurs tiers sur Amazon, etc. Mais à l'époque, les gens pensaient que Amazon, c'était Amazon qui vendait les produits, et que c'était pas alors que la moitié des gens qui vendent sur Amazon, c'est des gens comme vous et moi qui vendent leurs produits, tout simplement. Et donc, quand tu en parles, ça intéressait les gens, et je me retrouvais à me répéter tout le temps. Et je me disais, bon, je pourrais peut-être en faire une vidéo, en fait, de ça.
Et donc voilà, c'était un mélange d'opportunités et d'envie de partager tout simplement parce que ça m'animait, quoi. Et puis après, la chaîne, comme tu as pu le voir, elle s'est ouverte. Au départ, c'était vraiment dédié à Amazon FBA. Puis ensuite, on a eu d'autres dimensions, notamment tout ce qui va être investissement, voilà, gestion un peu du mindset, au niveau de l'enrichissement, etc. Donc il y a quand même pas mal de sujets qui sont traités sur la chaîne. Et la fiscalité également, qui est quelque chose qui me tient à cœur, dont on parlera un petit peu plus tard, il me semble, dans l'interview. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ouais, en gros, bon, Julien, il a eu le fil conducteur, on en a discuté un tout petit peu avant, c'est pour ça qu'il est au courant qu'on va parler un peu de tout ça, fiscalité. Mais pour revenir sur YouTube, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, tu t'es ouvert aussi sur ta chaîne, mais tu n'as qu'une seule chaîne. Est-ce que c'est un choix que tu as mûrement réfléchi en disant... il y en a beaucoup qui, dès qu'ils parlent d'un autre sujet, ouvrent une autre chaîne dédiée. Toi, comment t'en es arrivé à te dire, je vais continuer à rester sur une seule chaîne, même si je parle d'investissement et ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec Amazon FBA? Effectivement, c'est un peu un énorme dilemme parce que quand tu commences à parler de trop de sujets, pour l'algorithme de YouTube, c'est pas excellent en vrai. Et je le ressens maintenant, par exemple, des vidéos Amazon FBA vont faire moins de vues que des sujets un peu plus généraux sur l'argent, sur la fiscalité, sur l'expatriation. Pourquoi j'ai quand même choisi de garder qu'une chaîne ? Parce qu'après, c'est trop, tout simplement. Déjà, c'est dur d'animer une chaîne. Si tu commences à en animer plusieurs, j'aurais pas pu physiquement. J'avais cette envie aussi de concentrer tout. Et puis, c'est pour ça que je lui avais donné ce nom, Oseille TV, parce que dès le départ, quand même, j'avais un peu l'idée que ça partirait dans des sens différents, mais que la racine même, ça serait l'argent, l'oseille, avec ce mot d'argot, Oseille TV. Avec du recul, je sais pas si je l'aurais choisi d'ailleurs, ce nom-là. C'est une très très bonne remarque. Je me l'étais noté il y a longtemps, mais je l'avais pas posé la première interview. En fait, est-ce que avec le temps, tu as regretté un peu de l'avoir appelé Oseille? Est-ce qu'il n'y avait pas eu à un moment donné peut-être une connotation? Bah ouais, il y a eu plein de gens qui me l'ont fait remarquer que c'était pas très sérieux. En fait, l'idée que j'avais au départ, c'était de parler d'argent de façon sans tabou, tu vois, un peu à l'américaine. Et donc, autant il y a les clashs, même directement avec le nom, mais je sais que le français a un peu du mal avec le fait d'être ouvert sur l'argent. Et du coup, on me l'a reproché souvent. Alors, donc il y a eu un côté négatif. Après, je pense que ceux qui ont passé le fait que la chaîne s'appelle Oseille TV, quand on regarde mon contenu, on voit bien que c'est pas en surface, que c'est profond. Donc ça va, je rattrape les gens comme ça. Et puis il y a un autre truc quand même, je pense que ça a été positif parce que Oseille TV, c'est quand même facile à retenir. Si j'avais mis mon prénom et mon nom de famille qui est assez compliqué, ça aurait été plus compliqué de retaper. Oseille TV, finalement, les gens ils cliquent bien avec ce truc-là. Donc... à refaire, j'aurais pas mis ce nom-là, mais finalement, c'était peut-être pas si mal. Donc, on laisse comme ça. De toute façon, les rebrandings, ça marche très rarement. Donc, je reste sur mon Oseille TV. Mais donc c'est pour ça que je l'avais appelé pour avoir un truc général. Je voulais pas l'appeler avec mon nom pour que je puisse le dissocier de ma personne, puisque ma vision très long terme, mais ça va être difficile à faire, ça aurait été d'avoir des présentateurs sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai appelé TV, parce que ma vision très long terme de cette chaîne, ça aurait été d'avoir 4-5 présentateurs sur des thématiques différentes, etc. C'est assez difficile parce que les gens sont quand même attachés à une personnalité sur YouTube. Et je vois bien, j'ai fait deux ou trois essais de mettre des vidéos avec d'autres personnes, et ce n'est pas moi qui les fait. Ça marche rarement. C'est pas terrible en termes de performance. Donc il y avait ce truc de vouloir faire un truc un peu large, TV. C'était l'idée de base. C'est pour ça que je l'ai appelé avec un nom large comme ça. Ouais, écoute, en tout cas, ça fonctionne. Hein. Le personal branding, aujourd'hui, c'est Julien d'Oseille TV. Tu vois, c'est, si on doit te présenter, c'est Julien qui d'Oseille TV. Ouais. Non, il fonctionne le branding. Juste pour terminer, la question est de nouveau sur la table de créer des chaînes diverses pour du contenu plus spécifique. Par exemple, comme je l'ai dit, le contenu Amazon FBA, si on n'est pas en surface sur le business Amazon FBA, ne marche plus comme ça a pu marcher dans le passé quand je faisais des vidéos vraiment tutoriels, etc. Là, mon audience est devenue trop grande pour que ça intéresse quand je fais un tutoriel vraiment précis sur des recherches de niche, etc. Et donc, on a pensé, là dernièrement, la question est sur la table en ce moment, au moment où on fait cette vidéo, d'avoir une chaîne Oseille TV Amazon FBA, une chaîne Oseille TV IMO, sur des trucs, des thématiques plus profondes, et garder Oseille TV plus général maintenant, que ça soit l'entonnoir général. Donc, on y pense, mais en tout cas, s'il y avait des chaînes secondaires, je ne ferais pas le contenu pour ces chaînes-là parce que je n'ai pas le temps, et ça serait des assistants ou des personnes qui travaillent autour de moi qui les feraient. Ouais. Trop bien, c'est hyper bien. Écoute, merci pour l'info. Pour en revenir sur ta chaîne,
tu dis que tu as moins de vues quand tu parles d'Amazon FBA parce qu'effectivement, tu as des sujets aujourd'hui qui sont beaucoup plus mainstream. Mais est-ce que pour autant, tu le ressens dans le business que ça a converti moins qu'avant? Non, c'est ça la chose qui est amusante, c'est que finalement c'est un énorme entonnoir. Le fait de parler de quelque chose de plus général, in fine, ça ramène quand même vers Amazon et donc il n'y a pas eu de variation dans les revenus avec le changement un peu d'angle de la chaîne. C'est sûr que si tu remontes un peu en arrière, il y a 3 ans, je faisais encore des tutoriels très spécifiques Amazon FBA, il y a 2 ans même. Et là, on est sur du contenu plus généraliste dernièrement, mais ça arrive toujours au même endroit. C'est-à-dire que même quand tu parles d'expatriation, quelqu'un qui est dans son CDI en France, ok, il est intéressé par le fait de vivre ailleurs, mais la base pour pouvoir vivre ailleurs, c'est d'avoir un revenu qui est décorrélé de là où on est. Tu vois, il ne peut pas se barrer avec son CDI. Donc, il va s'intéresser à faire un business en ligne. Et donc, une de ces possibilités de business en ligne, ça peut être Amazon. C'est un des business que je propose sur la chaîne. Voilà. Donc, ça continue à driver du trafic sur mes formations Amazon FBA. Mine de rien, c'est pas comme si tu parlais de choses qui ont vraiment Oui, rien, je parle mais pas de rien du jardinage tout à non voir. plus. Ça reste quand même des vases communicants et c'est quand même Oui, très, oui. très smart. En gros, aujourd'hui sur ta chaîne, ok, t'es la figure, t'es la figure de la chaîne. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi sur cette chaîne C'est la question piège. Et il faut que je demande à Loïc, qui est le grand assistant général de la chaîne et qui est aussi associé sur les SaaS avec moi, qu'on fasse le compte, un de ces quatre, de combien on a de personnes qui travaillent autour. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent en direct, ça je peux te dire, mais on a plein de petits prestataires pour des petites choses autour, tu vois, pour les vignettes, pour différents trucs. Je dirais qu'autour de moi, dans l'ensemble de mes business, j'ai une vingtaine de personnes faciles qui travaillent autour de moi quand même. Ouais, excellent. Et c'est ce que je dis dans la dernière vidéo que j'ai publiée, là, une vidéo YouTube comme je fais là dernièrement, il y a un studio, donc déjà c'est 2 personnes qui ont le studio, il y a un caméraman, celui qui est propriétaire du studio, il y a la personne qui va faire l'édition de la vidéo, il y a la personne qui va faire la vignette. Il y a Sofiane, un de mes assistants, qui s'occupe de vérifier que justement la vidéo, tout est bon. Il n'y a pas eu un moment où je bégaye ou quoi, parce que ça arrive, hein. Tout n'est pas parfait. Voilà, ou que je me répète, tu vois, donc on recoupe. Il vérifie que la vignette soit bonne, que le titre va être bon, il va faire la description dessous. Donc rien que sur une vidéo, pour produire une vidéo, il y a au moins 5 personnes qui mettent la main à la pâte, plus Loïc qui supervise, qui va jeter un coup d'œil avant que ça soit publié. Ouais, il y a 5-6 personnes qui passent dessus, tu vois. Donc, plus moi qui est devant le présentateur Julien. Donc, voilà, il y a du monde. Ouais. En gros, ce que tu nous dis, c'est-à-dire qu'une fois que tu as enregistré, tu fais confiance à ton équipe aujourd'hui pour ne plus avoir de regard dessus jusqu'à la publication, ou tu fais quand même un petit check avant publication? Je check toujours. Je suis perfectionniste, je check. Mais alors, tu as bien fait de dire le mot aujourd'hui. Parce que, en fait, tout ce que les gens ont vu de moi sur Rosé TV jusqu'à il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, c'était moi qui faisais l'enregistrement, l'édition, la vignette, tout. Et il y a 2 ans, j'ai eu un shift. J'avais fait quelques essais, j'avais jamais été convaincu. Et il y a une entreprise qui a réussi à me convaincre et ça a à peu près marché. Et donc là, je fais les 20-80 et ça m'a permis de faire un contenu de meilleure qualité, d'avoir une meilleure cadence. Là, je loupe plus trop. Vraiment, je suis vraiment une vidéo par semaine. J'y arrive bien. Alors qu'avant, on était plutôt sur une moyenne d'une vidéo tous les 10-11 jours, un truc comme ça, de moyenne sur l'année. Donc là, j'arrive à être tous les 7. Mais ça a été un gros shift pour moi parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'es rentré dans le jeu de YouTube et que ça t'a touché personnellement? Tu sais, il y a un peu le burn-out du YouTuber, tu vois, d'être drivé par la data et de te dire, si je sors pas ma vidéo là, ça va pas le faire, je vais perdre du monde, ma chaîne va plus fonctionner. Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça fait quand même plusieurs années que t'es là, est-ce que tu l'as ressenti à tes débuts? Est-ce que tu t'es forcé parfois à garder le rythme? Est-ce qu'il y a des moments où tu as fait une pause et tu t'es dit c'est pas grave, je reprendrai plus tard? Comment tu as géré tout ça? Non, j'ai jamais fait de pause. Peut-être une fois, peut-être 3 semaines, 1 mois sans publier. Mais sinon, j'ai jamais réellement fait de pause. J'ai une bonne discipline dans le business sur ce genre de choses. Est-ce que c'est une pression? Ouais, effectivement, c'est une pression.
Après, j'ai pas une pression au niveau de la data, comme tu le dis, au niveau des sujets. Par contre, je parle de ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que les sujets peuvent être aussi variés, parce que souvent, c'est ce que je vis, en fait. Quand je fais une vidéo sur le private banking ou sur des trucs, tu vois, c'est juste mes sujets d'actualité de ce que je fais en ce moment. Et c'est ce que je partage sur YouTube. J'ai pas trop de pression autour de ça. Et je pense que c'est quelque chose que les gens aiment bien. C'est que c'est assez diversifié, la chaîne. Tu sais jamais de quoi va traiter la vidéo de la semaine prochaine. Bien sûr, ça va être autour de l'oseille d'une manière ou d'une autre, mais j'essaie toujours d'avoir des angles très différents, etc. Et non, et je prends quand même du plaisir à concevoir ces contenus. Mais parfois, oui, il y a le stress de se dire, ouais, il faut que ça soit on time pour toutes les semaines, qu'il y ait la vidéo. Le seul truc que j'aime pas trop, et ça, les gens ne savent pas, c'est d'enregistrer la vidéo. En fait, le processus de tourner la vidéo. J'adore l'écrire. J'adore le résultat, j'adore ce que ça apporte, j'adore les commentaires des gens, etc. Quand ça se diffuse, ça, j'adore ce moment-là. C'est le meilleur et c'est pour ça que je fais tout ce qu'il y a avant. Le seul moment que j'aime pas, c'est vraiment d'enregistrer parce que, je sais pas, parce que je suis perfectionniste et que je veux que ça soit bien la vidéo. Donc du coup, ça me met une pression, tu vois. C'est 2 heures où j'enregistre une vidéo qui va finalement durer que 10 minutes. C'est pas le plus agréable. Mais tout le reste fait que ça vaut la peine de le faire. Du coup, tu dis que tu écris tes contenus et tout, tu es plutôt vu que tu es perfectionniste, pardon, tu utilises un prompteur ou tu vas plutôt en mode je connais mon sujet, je mets mes bullet points et puis j'y vais, quoi. Ouais, en fait, j'ai ADHD, j'ai un trouble de l'attention vraiment très fort qui fait que lire un prompteur, c'est impossible pour moi. Je vais partir dans tous les sens. En fait, en moment où je vais lire la phrase, mon cerveau va penser à autre chose, etc. Et impossible. J'ai déjà essayé. Un truc qui peut fonctionner pour moi, j'attends d'ailleurs le nouveau prompteur d'Elgato là, qui se connecte directement sur l'écran, il a l'air super, mais on l'a fait l'autre jour, c'était avec une recopie d'écran d'un iPad, la recopie de mon ordinateur, et j'ai mes notes en statique, c'est-à-dire que ça ne défile pas, c'est juste mes bullet points. Ça peut m'aider, ça peut m'aider. Mais en gros, mon processus pour faire une vidéo, c'est je l'écris moi-même sur Dynalist, mon outil favori. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour organiser sa pensée, organiser ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête, mais absolument pour tout. C'est-à-dire pour organiser un voyage, pour une liste d'achat, ou pour une vidéo, ou pour mon business, ma direction dans la vie, j'utilise Dynalist. Et donc j'écris ma vidéo sur Dynalist avec les titres et les bullet points. Et en fait, Dynalist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de Notion très simplifiée, donc avec des listes à incréments, et tu peux aller à l'infini en fait. Des bullet points infinis, imaginez, que vous pouvez collapser pour garder une visibilité très compacte si vous en avez le besoin, et donc avoir une clarté vraiment d'esprit. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo dédiée à cet outil. C'est un genre de mind map en fait que tu fais avec. À bullet points, ouais. Et d'ailleurs, on peut la convertir en mind map. Je crois qu'ils ont une option, mais je l'ai jamais fait ça. Donc, j'écris la vidéo. Et ensuite, au niveau de l'enregistrement, j'ai souvent maintenant, quand vous me voyez enregistrer, j'ai un ordinateur portable à côté de moi. Et j'ai simplement mon Dynalist d'ouvert que je mets sur le point, que je vais citer. Et c'est tout. Donc, j'ai essayé de décrire vraiment très précisément au phrasé près ce que je vais dire. Ça marche pas très bien pour moi. Encore une fois, avec mon trouble un peu de l'attention, je suis toujours en train de reformuler en live. Donc tout simplement, je fais point par point et je fais plusieurs fois le même point jusqu'à temps de voir celui qui flow bien, en fait, tout simplement. Ouais, donc est-ce que tu as senti, toi, du coup, que tu étais malgré tout quand même plus à l'aise, que tu avais des automatismes tu sais, être devant la caméra, il y a une grosse tendance en ce moment du faceless sur YouTube où il y a cette peur d'être devant l'écran. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a particulièrement marqué quand même pendant un moment, ou est-ce que tu t'es dit, coûte que coûte, j'ai quand même envie de partager, il va falloir que je fasse avec? Comment t'as géré ça? Non, j'avais pas peur d'être devant la caméra, mais c'est vrai que d'office, t'en as peur. Et c'est pour ça que les 3-4 premières vidéos de la chaîne sont en faceless. Et c'est à partir du moment où j'ai montré ma tête que j'ai commencé à grappiller de l'abonné. J'ai vu la courbe d'accélération, donc je pense que c'est important. Alors c'est possible de marcher sans montrer sa tête. Il y a des chaînes énormes, Lama Fâché qui a jamais montré sa tête. C'est dans les plus grosses chaînes françaises, donc c'est pas impossible du tout. Mais je pense quand même que tu crées pas la même connexion, quoi. Je pense que c'est vraiment important de montrer sa tête si c'est possible de le faire. Personnellement, ça n'a pas été spécialement une peur, non. Ok, très bien. Bah écoute, top par rapport à YouTube. On pourra parler... Tu m'as demandé sur les process si je devenais plus à l'aise ou pas au fur et à mesure. J'ai oublié de répondre à cette partie de la question. En fait,
au départ, en tant que débutant, j'avais pas très peur d'enregistrer, c'était pas parfait et je me rendais pas compte que c'était pas parfait parce que j'avais pas assez d'expérience, de recul. Et il y a eu un moment, il y a une courbe qui s'est inversée dans le sens où je suis devenu extrêmement perfectionniste et ça a été très compliqué. Ça a duré plusieurs années où ça a été vraiment une souffrance. Pour que les gens aient un ordre d'idée, il y a eu des vidéos qui faisaient, j'ai honte même de le dire, des vidéos de 15-20 minutes que j'ai mis 2 ou 3 jours à enregistrer. Je suis pas étonné. C'est-à-dire que tu restes devant ta caméra et tu veux que ça soit parfait. Voilà. Mais bon, ça, c'est ma personnalité aussi. Je pense que tout le monde ne sera pas aussi sadomaso que moi. Et là, il y a eu un point énorme d'inflexion. C'est au moment où j'ai fait venir des caméramans chez moi, ou alors maintenant, je vais à un studio pour enregistrer mes vidéos. Et en fait, tu as quelqu'un qui est dans la pièce et lui, son temps, il est compté. Tu vois, c'est pas comme toi, tu es tout seul et tu répètes 150 fois la même phrase. C'est ton problème. Toi, tu restes chez toi à répéter 150 fois la même phrase et c'est ton temps que tu perds, pas celui d'une autre personne. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un dans la pièce, je sais pas, ça m'a permis de faire les vidéos. Au départ, on était sur des vidéos d'une quinzaine de minutes, on les faisait en 4 heures. Et maintenant, j'arrive à peu près à les faire en 1h30, 2 heures. C'est encore pas parfait. J'imagine qu'il y a des youtubeurs qui vont me regarder et qui vont dire mais une vidéo de 15 minutes, ça doit prendre 15-20 minutes à tourner. J'en suis pas encore là. Mais il y a eu une progression, si tu veux, dans ma rapidité d'exécution. Après, c'est pas vraiment que j'ai amélioré ma présentation physique ou le fait d'accepter mon image dans une caméra, etc. Ça, je suis très OK avec. J'ai pas de souci du tout avec ça. C'est pas du tout ça le problème. C'est la perfection dans mes propos et que les phrases roulent bien, qu'il y a un flow. Et surtout, en fait, c'est toujours ma mentalité. C'est que quand je fais du contenu, j'accorde une importance extrême au temps des gens qui me regardent et je le respecte, le temps des gens qui me regardent, autant que si c'était le mien. Et donc, j'essaie de faire des phrases qui sont concises, qui sont to the point et qu'il y a toute l'information dans une même phrase. Et si on se laisse parler, comme c'est un peu le cas là, par exemple, quand on est en interview et que c'est pas ultra scripté, on peut dire en 3 phrases qu'on aurait pu dire en 1. Et moi, c'est vraiment mon but d'arriver à faire que mes vidéos, ça soit vraiment des petites pilules facilement ingérables, quoi. Ouais, bah écoute, ça marche très très bien, hein, la preuve, tu as une excellente audience. Comme quoi, ça valait le coup de passer tout ce temps-là à te préparer, à faire tes vidéos. Je me souviens que tu m'avais dit un truc, c'est que chacune de tes vidéos, c'était un peu comme une petite œuvre qu'il fallait. Et c'est vrai que c'est une belle image dans le sens où ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as passé le temps pour en faire quelque chose que tu as estimé être livrable, tu vois. Œuvre, tu as le côté artistique, mais on va dire une petite capsule, enfin quelque chose voilà, qui compte et que tu vas pas refaire 150 fois. C'est vraiment, je veux que ça soit, si je traite un sujet, je veux que ça soit la vidéo de référence pour plusieurs années, vraiment. Trop bien. Et bien ça me donne des bonnes idées à tous les jeunes youtubeurs. Moi ça me donne des idées aussi, c'est très bien, je te remercie. Par rapport à YouTube, on a vu, ok, tu t'es lancé, t'as une super chaîne aujourd'hui qui parle de plein de choses, mais en même temps, ça correspond, comme tu l'as dit, à tout ce que tu fais dans la vie, tu vois, dans le sens où tu as parlé de tes investissements, tout ça. En gros, comment, en gros, tu as planifié ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, rapidement, quand tu as lancé ta chaîne, tu te laissais la possibilité d'agrandir le cercle en disant, tu vois, moi, plus tard, je vendrai des formations, plus tard, je ferai de l'investissement, tout ça. Est-ce que ce vortex-là, entre guillemets, ce que j'appelle le vortex, c'est quelque chose que tu avais déjà anticipé ou c'est venu progressivement avec les résultats que tu avais ou autrement? C'est venu progressivement et ça a été un peu une boucle vertueuse. C'est-à-dire qu'au départ, je commence la chaîne YouTube. Le premier produit qui a été facile à faire pour monétiser cette chaîne, ça a été de l'affiliation. Avec Jungle Scout à l'époque et puis ensuite Helium 10. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros. La première fois que j'ai gagné de l'argent un mois sur YouTube, c'était $89, une commission. Tu vois. Et puis le mois d'après, 147, 247, 392, j'ai les chiffres devant là, 748, pardon. Et voilà, ça a augmenté comme ça l'affiliation. Et les premiers mois, il faut accepter que tu fais du contenu et que ça paye que 200 balles. Mais ça a été une boucle vertueuse dans le sens où après, quand on a commencé à augmenter en affiliation, plus lancer la formation,
eh bien, ce cash qui était généré sur des produits digitaux, où là, il n'y a pas de coût de produit, c'est ce qui est exceptionnel avec le contenu digital, m'a permis de réinjecter dans mon business Amazon FBA, qui lui est cash flow intensive, là pour le coup, un business de produits physiques, le besoin en fonds de roulement, excuse-moi de faire des anglicismes tout le temps, mais il est intensif en cash flow, en besoin en fonds de roulement, et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, en termes de contenu, comme je te dis, ça a été un petit peu un pied devant l'autre. Tu vois, quand tu commences à gagner de l'argent, bon, bah, tu commences à regarder un peu niveau fiscalité, qu'est-ce que tu peux faire. Donc, tu en parles un peu, ça intéresse. Donc, tu parles de fiscalité. Après, quand tu as de l'argent, bah, tu t'intéresses à l'investir. Donc, tu parles de comment l'investir. Tu vois, ça fait un peu un escargot qui s'agrandit, tu vois, comme ça, au fur et à mesure, et qui est vertueux à l'ensemble des business. Et aussi vertueux dans l'autre sens aussi, je vais te dire un autre truc. C'est-à-dire que le fait de faire cette formation Amazon FBA, etc., ou de faire du contenu sur Amazon FBA, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. C'est-à-dire que quand tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un, tu vas au bout du bout, même si il y a des possibilités, des trucs que tu fais pas dans ton propre business, tu veux couvrir tous les spectres. Enfin, ou du moins, c'est mon côté un peu perfectionniste. Et donc, en essayant de couvrir tous les spectres quand tu traites un sujet, tu apprends des trucs que tu peux ensuite implémenter dans ton business. Donc ça a été bon pour moi. Deuxième truc, quand tu deviens visible sur une thématique, il y a des gens qui viennent à toi parce qu'ils ont appris un tips à travers une de tes vidéos et ils te disent « Ah, mais tu sais, j'ai aussi ce tips-là ». Et donc, ils t'apprennent des trucs que tu implémentes dans ton business ou que tu peux réutiliser s'ils sont d'accord dans du contenu YouTube et le partager et aider d'autres gens. Et encore une fois, c'est vertueux. Et la troisième chose, quand tu deviens visible, tu commences à faire des partenariats en affiliation. Et ces gens-là viennent vers toi et te présentent leurs tools, te donnent des accès anticipés à des fonctionnalités de leurs tools. Et sachant que moi, je suis réellement vendeur sur Amazon, donc ça m'est réellement utile quand ils me donnent un truc avant tout le monde, etc. Enfin, j'ai eu parfois un edge sur le commun des mortels des vendeurs Amazon FBA parce que j'avais des trucs en avance un petit peu ou des fonctionnalités, des choses comme ça. Donc voilà, ça a été vertueux. J'espère que ça répond à la question. Ouais, non, mais t'as raison. Et en plus, là, ça fait écho. Typiquement, moi, j'ai une petite chaîne à côté de la tienne, mais on m'avait déjà contacté quand j'en avais. Je crois que j'avais. Allez, je te dis pas de bêtises, je crois que je devais avoir 5000 abonnés quand il y a déjà un commercial de chez Helium 10 qui m'a contacté en me disant ouais, ça peut t'intéresser, hop, je te file un mois pour te faire la main, regarder le truc. Ça peut aller très vite d'avoir des avantages qui peuvent te donner la possibilité soit de transformer l'essai en disant bah, ça peut me servir dans mon business, soit de transformer l'essai en te faisant une vidéo pour ta chaîne, faire du business avec l'affiliation. Enfin, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place et le cercle vertueux, plus tu avances, plus il est intéressant, tu vois. Moi, plus ça fait boule de neige, ouais. Ouais, voilà. Et on parlait, tu vois, des tips qu'on t'a donnés. Moi, c'est même du network, tu vois. J'ai pu avoir du réseau, rencontrer deux personnes qui me découvrent, et c'est hyper enrichissant voilà, c'est le côté vertueux de tout ça qui est vraiment cool. Je vais rester focus sur le côté affiliation. On va en discuter un petit peu. Tu sais que moi, l'affiliation, c'est un peu mon dada. Et d'ailleurs, tu es un de mes meilleurs affiliés, il faut le préciser. Voilà, tout est dit. Tu m'envoies pas mal de trafic. Ouais, tu es dans le top 3 des meilleurs affiliés d'Oseille TV. Bon bah super, voilà, la messe est dite. Vous savez que l'affiliation... On peut arrêter l'interview, c'est bon, c'était... Générique. Non, mais top, ouais. Et puis pareil, c'est encore une fois, je l'ai fait parce que ta formation, elle est géniale. Et que c'est important de t'envoyer du monde quand pour moi, c'est business vertueux aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant, mais dans le bon sens parce que je sais que ce que tu fais, c'est bien. J'ai été moi-même élève et bah, aujourd'hui, je t'envoie du monde. Et c'est encore mieux si je suis dans ton top des affiliés, comme ça tout le monde est content. Écoute, moi pour l'affiliation, ce que je veux savoir c'est, ok, tu as vu que les gains commençaient à arriver. Aujourd'hui, l'affiliation, ça représente quoi dans ton business? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves de sérieux dans ton écosystème, dans ton vortex? Comment tu l'articules aujourd'hui? À quoi il te sert par exemple? À quoi ça te sert tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, déjà, j'aime bien dire que je suis affilié malgré moi. C'est-à-dire que j'avais pas pour but d'être spécialement bon en affiliation, etc. Et je me considère même pas très bon en affiliation, même si j'ai des revenus de l'affiliation qui sont quand même pas trop mal. On va en parler dans un instant. Comment j'ai vu ça en fait? Comment c'est venu? Tout simplement parce que je ne partage uniquement que ce que j'utilise. Et si un outil est bon et qu'il permet... En fait, à la base du business Amazon FBA,
l'essence même, c'est de trouver des niches qui sont sous les radars et d'apporter de la valeur dans ces niches. Et pour le faire, pour trouver ces niches sous les radars sans avoir à passer son temps à regarder toutes les pages d'Amazon, il y a des outils. Et en fait, c'est la base même du business, c'est d'utiliser Jungle Scout ou Helium 10. Après, au fur et à mesure que tu prends en expérience, etc., tu peux analyser au coup d'œil comme ça une niche, etc. Mais c'est vraiment la base. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à en parler. Et là, j'ai vu qu'en mettant un lien en dessous, on peut gagner de l'argent. Et c'est quand même assez extraordinaire. Et sans avoir eu à développer de produits pour le coup. Et qu'est-ce que ça représente dans l'écosystème Ozai TV? Ça fait à peu près une dizaine de milliers d'euros de profit par mois, puisque c'est du pur profit. Il n'y a aucun coût de maintenance de rien. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut monter même plus haut, hein. Il y a des mois, on est à 15 000 par mois, ça arrive. Il suffit qu'il y ait eu une opération, un truc que la boîte dont je fais la promotion me dit, voilà, on va avoir un code spécial ce mois-ci, envoie-le à ta liste. Et voilà, ça monte un petit peu. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça fait peut-être 8% du chiffre d'affaires, j'imagine, de Ozai TV. 7% peut-être, quelque chose comme ça. Faudrait, je suis pas bon là pour faire le pourcentage tout de suite, mais je dirais 7%. Donc c'est correct, c'est pas rien. Voilà, ça fait plus de 100 000 euros par an, donc c'est toujours bon à prendre. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur business model, puisque en termes de friction et tout, c'est quand même... c'est pour ça que j'adore l'affiliation depuis 15 ans. T'as pas de support client, t'as pas de produit à créer. Ouais. Et tu profites d'un produit qui se vend déjà et t'en tires des bénéfices. En gros, quand tu vois que tu gagnes de l'argent avec cette affiliation-là, que ça génère quand même des sommes qui ne sont pas négligeables, toi, tu sais tout de suite comment tu vas réaffecter cet argent-là ou c'est du bonus sur ce que tu fais déjà, où tu te dis hey, c'est quand même pas négligeable, ça va me permettre de propulser encore plus mon activité. Ok, bon, ça rentre dans un global. Au départ, comme je t'ai dit, c'était réinjecté dans Amazon FBA. Maintenant, je suis à une autre échelle de business. Je vois même pas où je réalloue exactement cette partie-là, mais je suis pas dans une phase méga développement sur l'affiliation. Comme je t'ai dit, je ne promotionne que des trucs que j'utilise vraiment. Donc là, je suis pas du tout dans l'esprit. En fait, je pourrais gagner le double ou le triple en affiliation, pour dire les choses telles quelles, facilement, tout simplement en étant à la recherche de produits à promotionner. Mais c'est pas la stratégie Ozai TV. J'ai pas envie d'être un homme sandwich, c'est ça, un homme sandwich publicitaire. Pour l'instant, vraiment le revenu, il vient de Jungle Scout, Helium 10, de l'affiliation avec quelques banques, avec des avocats. En fait, c'est plus que ça. Il y a des avocats aussi vers lesquels j'envoie des clients où j'ai des kickbacks, des rétrocessions de commissions. De l'or aussi, dernièrement. Là, tu vois, par exemple, il y a un site sur lequel j'achète mon or. Bon, ça fait sens d'en faire une vidéo de comment on achète de l'or et comment utiliser cette plateforme-là dans laquelle j'ai confiance puisque j'utilise depuis 10 ans, tu vois. Voilà, la stratégie, elle est comme ça pour l'instant. Mais c'est pour ça que j'aime le concept du vortex, parce que tu l'illustres parfaitement. C'est que tu dis que je fais de l'affiliation malgré moi. Mais au final, non. C'est-à-dire que autant en mettre un lien d'affiliation que de pas en mettre. Ça, j'y pense toujours. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et dans tous les cas, tu documentes. En fait, toi, ta stratégie, c'est tout simplement de documenter ce que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire que tu utilises tel outil pour ton business Amazon FBA, tu investis de l'or dans tel site, et tout. En fait, le simple fait d'être tout simplement dans le partage de ce que tu fais devient une stratégie à part entière. Et ça, gardez-le en tête, parce que c'est une stratégie super simple. Parlez de ce que vous faites, vous êtes le meilleur leader d'opinion possible, on le voit avec les amis. Moi, je dis à mes potes, tiens, en ce moment, j'utilise ça, ça me permet de ça. Putain, trop bien. Je peux filer un lien d'affiliation s'il faut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à convaincre tout simplement parce qu'on fait quelque chose de pertinent qui, nous change un minimum la vie à titre business. Toi, c'est Helium 10, Jungle Scout et tout ce que tu as dit d'autre. Des banques aussi. Et donc, du coup, pour terminer, tout simplement, le simple fait de documenter, tu vois, c'était Gary Vee qui disait ça, documenter votre vie et vous allez faire du business. Et là, c'est la même chose, sauf que tu as juste à glisser des liens d'affiliation parce que ce que tu fais va apporter de la valeur aux autres et donc implicitement, tu vas les convaincre de rejoindre le produit. Sans lien d'affiliation, même parfois je fais de l'affiliation. Je vais essayer de raconter un truc qui vient de me revenir et je ne l'ai même pas dans mon tableau. Donc je suis à plus que ce que j'ai raconté. Je pense qu'on doit faire un bon 150 000 par an d'affiliation facile. Et j'ai fait une vidéo sur ouvrir un compte à Singapour.
Et t'as pas d'affiliation chez HSBC, etc. Enfin, à proprement parler, t'as pas de lien affilié, etc. Mais quand tu es dans un certain niveau de banking, le fait d'amener des clients, par exemple Citibank à Singapour, on te donne, suivant le montant qui va être déposé, mais si tu amènes des gros clients, ce qui m'arrive, donc des clients qui déposent plus d'1,1 million, 1 million 100, tu as 3600 de cashback pour toi. Trop Et bien. chaque année, je sais pas, je dois avoir peut-être 5 à 10 clients que j'envoie comme ça. Donc, ça peut être des gros kickbacks en affiliation que tu peux faire aussi. Donc, ça revient encore au malgré moi, là, pour le coup. C'est juste, je fais une vidéo, comment on ouvre un compte à Singapour, et puis après, tu as des gens qui te contactent, qui disent, ah, j'aimerais bien ouvrir est-ce que tu peux me faire une introduction? Et je vais leur faire une introduction dans la banque où je suis, tu vois. Encore une fois, je promotionne uniquement des choses où j'ai mon propre argent ou que j'utilise au quotidien. Donc, je suis pas en train de vendre réellement un truc. Et c'est ça qui est bien avec la façon dont je fais de l'affiliation, c'est que c'est très propre éthiquement. Et c'est ce que j'adore et c'est ce avec quoi je suis confortable. Et c'est pour ça que je fais pas 3 fois plus en affiliation, parce que je ne parle et je ne promotionne, entre guillemets, que ce que j'utilise réellement. Et donc là, la personne, elle veut un compte. Bah, voilà, je te mets en relation avec ma conseillère. Tu ouvres ton compte, tu l'ouvres pas, enfin ça tu verras bien. Et si tu l'ouvres, bah, j'aurai un kickback. Et toi, ça te change rien en fait. Ça te change rien. Moi, j'ai juste apporté un nouveau client à la banque et on va pas te prendre des frais en plus parce que c'est moi qui t'ai apporté. Donc c'est ça qui est propre aussi avec l'affiliation, c'est que la plupart du temps, la personne a le même service que si elle était allée elle-même sur le site ou vers le prestataire de service. Et parfois même, on arrive à avoir des deals où c'est encore plus intéressant en passant par notre lien d'affiliation. Donc là, c'est génial. C'est-à-dire que tu peux donner une promotion d'un produit qui est bon à ton audience et en plus, tu touches de l'argent. Donc c'est top. Pour moi, c'est un business super éthique, super propre quand c'est bien fait. Ouais. Exactement, bah, comme à peu près tous les business. Mais voilà, l'affiliation, Oui, voilà, vous effectivement, êtes comme tous les ici. business. Voilà, c'est le top du top. Mais ça peut vite ne pas l'être éthique aussi. Il y a des Ah, gens bien qui sûr. vont promotionner des produits crado et tout ça, ou des produits qu'ils n'utilisent pas réellement parce qu'il y a des grosses commissions. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Désolé si je m'écarte trop, mais Non, non, trop bien, on est là aussi pour parler d'affi. pour acheter mes actions, mes obligations, etc., j'utilise Interactive Broker. La commission que Interactive Broker m'a donnée depuis les années où j'en parle et que je le recommande, c'est 0. Mais je pense que c'est le meilleur. Et c'est pour ça que je continue à dire que c'est Interactive Broker. Il y en a plein d'autres brokers qui m'ont contacté pour dire fais-moi une vidéo, etc. Je pense que c'est de la merde les autres, tout simplement. Enfin, 95% des autres, ça vaut pas le coup que Interactive Broker, c'est le meilleur, tout simplement. Donc, je m'en fous. Je préfère donner ce qu'il y a de meilleur à mon audience, même si je touche 0 commission. Et c'est pour ça que je dis, ça me va bien parce que c'est éthique, mais c'est vrai que je pourrais gagner plus, encore une fois, si j'étais moins éthique. Et donc, je ferais une vidéo, par exemple. Et là, forcément, ça brasse. Mais c'est de la saloperie, tout simplement. Ok, je vais avoir des problèmes, merci. Ah ouais, merde. Il faudrait citer 2-3 autres brokers pour pas avoir de problème, je crois. Non, en gros, disons que c'est pas du tout le même. Ils ont pas le même business model, clairement. Clairement pas. Pour connaître, ils ont pas le même business model. Et puis, grand bien, ça peut faire à ceux qui veulent faire la promotion de ce genre de broker. Mais voilà, toi, tu as décidé de mettre, on va dire, ton éthique et de rester à cette éthique-là, très bien. Après, même si demain, tu te mettrais à parler d'outils que tu n'utilises pas, bah, moi, je ferais partie de ceux qui me diraient, bah, tiens, j'aimerais bien voir ce que Julien, il en pense de ça. Mhm. Tu vois, comme dans mon audience, on m'envoie plein de messages sur Telegram ou même dans le Discord de ma formation. Ouais, tu connais tel outil, t'en penses quoi? Ça serait bien que t'en... Bah, en fait, ça pourrait me donner des idées de contenu. Et en fait, c'est legit, mais je dirais juste, j'utilise pas, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Ou faire un comparatif. Je l'avais fait à une époque, j'avais fait un comparatif justement entre Helium 10, Jungle Scout et tous les autres qui étaient sur le marché. Bon, à la fin de tout, Helium 10 et Jungle Scout étaient devant et c'est pour ça que je continue aujourd'hui à en faire la promotion et pas des autres. Ouais, non, mais t'as raison. Voilà, il y a plein de façons de connecter l'affiliation. Et ce qui est bien, c'est que toi, ton Vortex, tu l'as créé en premier autour d'Amazon FBA. Et puis l'affiliation est arrivée. Derrière, voilà, il y a la formation, l'infoprenariat, tout ça. Tout à l'heure, tu as parlé de ta liste. Je voudrais juste faire une petite parenthèse dessus. Tu as parlé de ta liste email. Je vais pas te demander combien il y a de personnes dedans. Je sais pas si c'est hyper intéressant. Je le sais pas. Voilà. Ça, il faudrait demander à Loïc pour le coup. Mais bon, il y en a un paquet. Moi, je vous le dis, le nombre de personnes qu'il y a sur la chaîne, le ratio, il est énorme. Par contre, moi, je te le dis en tant que spectateur et attentif à ce que tu fais, c'est quelque chose que tu n'exploites pas. Est-ce que c'est un choix en fait de pas exploiter une newsletter et juste tout simplement de prévenir uniquement quand il y a des vidéos qui sortent? Ouais.
Ça, c'est peut-être mon côté, encore une fois, de respecter énormément le temps des gens et de ne pas les spammer, de ne pas leur envoyer trop de trucs. Mais encore une fois, si c'était bien fait, je pourrais faire des choses copyrightées et apporter de la valeur par email. C'est un axe d'amélioration. C'est sur la to-do list depuis un moment. Peut-être que j'ai considéré que c'était pas le plus gros levier dans ce que je pouvais faire. Il y avait d'autres choses qui étaient plus intéressantes. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en place. Mais effectivement, ça peut faire partie des choses qu'on va faire en 2025, pourquoi pas. Mais ouais, c'était surtout par respect du temps. Je suis pas trop dans les séquences email, tu vois, à laver le cerveau des gens pour qu'ils achètent un produit. J'aime bien que la vente se fasse si quelqu'un doit acheter une formation, une de mes formations, qu'elle se fasse parce qu'il a pris sa décision mûrement tout seul en regardant mes vidéos et qu'il pense que c'est le meilleur produit pour lui à cet instant T. Et j'ai pas envie d'être dans ce côté forcing, tout simplement. Et donc c'est pour ça que j'ai pas trop développé ce truc de série d'emails, etc. Bien que je suis conscient que si c'est bien fait, on peut apporter de la valeur et potentiellement ça pourrait augmenter mes ventes. Ouais. Donc dans la to-do list, il faut que je remonte en priorité. Je reste dans le suivi, dans la séquence. Depuis quelques années en France, il y a une grosse tendance au closer, au closing en général. Toi, tu n'en as pas, à ma connaissance. Est-ce que c'est un choix volontaire ou est-ce que c'est tout simplement une stratégie que tu n'as pas du tout mis en place? Ouais, c'est un choix volontaire dans le sens, encore une fois, où éthiquement, j'aime bien que la vente soit clean et je sais que quand tu as cette notion de closer, il y a un peu aussi du forcing. J'ai des amis, des personnes autour de moi qui utilisent et qui arrivent à faire des performances encore bien plus impressionnantes que les miennes. Une chaîne YouTube comme Osei TV, pour que les gens comprennent, en profit annuel, c'est un bon 1,5 million, donc 1,5 million euros de profit. Donc c'est un gros business et il y a des gens qui font 10 fois plus avec des closers. Mais je sais pas, j'ai un peu ce truc où je suis pas confortable avec. Ou alors il faudrait encore une fois que ça soit bien fait. Mais ça va être difficile parce que les incentives sont pas alignés et le closer, forcément, il faut qu'il vende. Et j'ai peur que ça transforme mon business en quelque chose que je ne veux pas. Et je suis très confortable au niveau de business auquel je suis. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je ne le fais pas pour le moment. Après, si j'arrivais à le faire d'une meilleure façon, j'y ai déjà pensé. En le faisant avec les mentors, les coachs qui sont sur Osei TV, qui comprennent bien le business. Parce que le problème des closers, c'est que la plupart du temps, vous avez un vendeur qui peut... Demain, il va vendre des sardines. Le jour d'après, il va vous vendre la formation. Donc, c'est des vendeurs et ils ne comprennent pas... c'est des produits complexes quand même de vouloir devenir vendeur sur Amazon FBA. Ils ne comprennent pas exactement les finesses. Et moi, j'ai écouté des appels de closing sur d'autres formations concurrentes, formation Amazon FBA, et je vois que les mecs sont complètement à côté de la plaque. Ils sont juste là à faire du pushing pour vendre. Donc, la façon de le faire, peut-être qui serait clean, ça serait avec des vrais vendeurs Amazon FBA et voir comment on pourra aligner les incentives. Mais encore une fois, même le coach qui va être performant et qui va pouvoir bien répondre et bien assister la personne, son but, ça va être de vendre la formation. Donc voilà. Il y aura un biais, quoi. Il sera biaisé. Il y aura un biais. Après, bon, le biais, il peut être positif si dans le sens où tu vas pousser un peu la personne, elle est un peu sur la défensive parce qu'elle a un peu peur, parce que comme tout le monde, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout si on vient pas d'un milieu d'entrepreneur, c'est un peu le grand plongeon. Si le mec, il te pousse un petit peu gentiment et que ça te permet de te lancer dans un truc que tu n'aurais peut-être pas fait si tu avais été tout seul devant une page de vente avec ta carte bancaire et que tu ne l'aurais pas passé et que là, ça t'aide à franchir le pas, ça peut être positif. Donc, Ouais. je suis un peu torturé sur ce point-là, sincèrement. Je sais que c'est un énorme levier, que ça serait un énorme levier, mais j'ai pas été confortable jusqu'à présent pour le mettre en place. Ok, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ta réponse. Pour rester dans ton écosystème, l'infoprenariat, est-ce que c'est quelque chose que tu te sentais vraiment... tu sais, on peut avoir l'envie de devenir infopreneur, se faire plein d'idées en disant, bah en fait c'est facile, il faut que je fasse une formation. Et en fait, tu arrives et puis tu dis, ah, il faut quand même que je fasse une formation. Puis ensuite, tu la vendes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez naturel chez toi à mettre en place dans ton écosystème, ou ça t'a pris du temps à la réflexion? Tu es assez perfectionniste, tu nous as dit. Ça se ressent dans ta formation, je te le dis, enfin dans tes formations, pour les avoir suivies. Comment ça c'est venu, ça a mûri dans ton esprit, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans ton activité business, et est-ce que ça t'a peut-être changé en perso sur ta capacité à avoir réussi à avoir des grosses formations bien vendues?
Alors déjà, le premier truc sur lequel je voudrais revenir, c'est quand tu as dit c'est facile, il suffit de tourner une formation. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie que de tourner une formation. Plus dur que de lancer des produits sur Amazon, plus dur que le SaaS, que tout le reste. Ça a été le truc le plus dur. De l'enregistrer, de synthétiser l'information. C'est tellement un grand chantier quand tu veux bien faire les choses et que quand tu veux vraiment le faire à 100%, c'est de couvrir tous les angles, sachant que tu pourras jamais tous les couvrir et qu'il faudra faire des mises à jour au fur et à mesure. Mais ouais, ça a été un grand chantier. C'est venu naturellement, oui et non. Je pense que la chaîne YouTube, si vous regardez les premières vidéos, je pense qu'il y a eu au moins un an, une bonne année avant que je me décide. Attends que je compte. Là, il y a une année avant que je lance une formation. Donc au départ, on était basé sur de l'affiliation et ensuite j'ai lancé une formation Amazon FBA. En vrai, j'aurais dû la lancer bien plus tôt. Ça aurait pu, parce que des gens auraient pu craquer avant. Encore une fois, j'ai un bon mindset d'entrepreneur. Ma famille, tout le monde est entrepreneur. On connaît la gratification, delayed gratification, je ne sais pas comment dire en français. On sait être patient avec le résultat, si tu veux, dans mon état d'esprit et dans ma famille, dans ma lignée. Il y a plein de gens qui auraient peut-être abandonné parce que pendant un an, quand tu gagnes moins de 1 000 € avec ta chaîne YouTube et que tu fais des vidéos et que ça prend du temps, etc., c'est vrai que la formation, ça a changé tout, puisqu'on passait de moins de 1 000 € de profit mensuel à le premier mois où je lance une formation à 7 000, 6 000, 6 000, 5 000, 9 000, 8 000, 6 000. Tu vois, on passe à un truc où le business, ça devient intéressant de le faire quand ça commence à gagner un petit peu d'argent, tu vois. Puis après, on passe vite au-dessus des 11 000, 14 000, tu vois. Après, on descend plus en dessous de 10 000. Bon, bah là, tu as un business qui rapporte 10 000 par mois, tu es déjà content, quoi. Dans la deuxième année, quoi. Je sais plus, là, je me suis un peu éparpillé, je suis désolé. Mais c'est venu logiquement parce que forcément, tu as la chaîne YouTube, tu fais du contenu et les gens te demandent est-ce que tu as une formation, tu vois. Puisque les autres ont une formation. Donc, on te demande tout le temps. Bon, tu fais une liste d'attente, tu fais une page avec un opt-in, tu vois, pour mettre une adresse email. Tu vois la waiting list, la liste d'attente. Désolé pour tous les anglicismes. La liste d'attente qui s'agrandit et tu te dis, bon, bah, ils veulent un produit, je suis capable de le faire, il faut qu'on mette le produit en face de l'audience, tout simplement. Donc, ça s'est fait naturellement, mais ça a pris un peu de temps et encore une fois, ça a été un gros travail. Et je suis content d'avoir eu mon meilleur ami pour ce coup-là parce que, juste pour faire une petite parenthèse, mon meilleur ami fait exactement la même chose. Il est vendeur sur Amazon, on s'est rencontrés comme ça en tant que vendeur. Et il a également une chaîne YouTube en espagnol. Donc, on fait tout très similaire. Alors là, on a pris un petit peu des différences dans notre contenu où lui, il va rester très pointu Amazon FBA en espagnol. Et moi, je suis plus généraliste maintenant. Mais sinon, on a écrit nos formations en même temps, etc. Et lui est un bulldozer. Moi, je suis un perfectionniste. Et donc, on s'est assis tous les deux à Punta Cana. On a écrit ensemble la formation. Et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'aurais mis un peu plus de temps s'il n'avait pas été là. Donc, je salue, bien qu'il ne regardera pas l'interview. Peut-être qu'avec les nouveautés de YouTube en espagnol, peut-être que ça pourra prendre. Ça deviendra un concurrent un jour. Peut-être. Non, Oui, est-ce qu'il pourra regarder la vidéo? Il pourra regarder la vidéo parce que. Et là, il y a YouTube qui a annoncé qu'ils allaient faire du dubbing sur. J'ai hâte. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. Incroyable. Petite parenthèse, en tout cas, très bien. Je disais juste, est-ce que tu penses que cette activité d'infopreneur t'a changé? Je parle pas d'un point de vue matériel, je parle d'un point de vue de toi-même, vis-à-vis du regard que tu as et vis-à-vis surtout du chemin que tu as accompli. Parce qu'en fait, c'est différent, à mon sens, quand tu as 50 000 personnes, alors peut-être que pour toi pas du tout, mais quand tu as 50 000 personnes sur une audience, on va dire, gratuite, qui est YouTube, et quand tu as des milliers de personnes qui t'ont fait confiance et qui ont suivi ta formation, et pour qui tu as aussi, parmi eux, changer des trajectoires de vie. Ouais, moi, clairement. c'est hyper gratifiant. Moi, j'adore ça, tu vois. Moi, ça a commencé avec mes bouquins et tout, les formations aussi. J'adore ce truc, ce switch où tu peux rediscuter avec les personnes qui sont arrivées avec un niveau 0, qui t'ont fait confiance, qui se sont dit est-ce que je fais le bon choix de mettre ma carte bleue à ce moment-là? Et quelques mois plus tard, quelques années après, tu les vois et elles ont changé de vie. J'ai fait des interviews avec ce type de personnes, c'est incroyable. C'est incroyable parce que je pense que ça c'est la beauté de ce business quand même. Avec les produits sur Amazon, oui, tu peux faire des bons produits, tu fais des produits qui aident les gens dans leur quotidien, etc. Tu changes pas des trajectoires de vie en vendant un produit sur Amazon.
tu changes pas trop de trajectoire de vie avec de l'affiliation, avec d'autres business models, on va dire. La formation, quand même, c'est assez incroyable pour le coup. Tu peux vraiment faire de grandes choses et aider les gens à faire de grandes choses. Et ouais, effectivement, je suis reconnaissant de ça. Je suis content de ce que j'ai pu faire à travers ça. Ok, donc, ok. Bon, bah, Je très sais pas bien. si ça répond entièrement à la question. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement en moi? Peut-être ma propre estime. Je suis content d'avoir apporté Voilà. quelque chose aux gens. Ouais, mais Surtout que t'aurais pu, je sais pas, ça aurait pu pas matcher, t'aurais pu faire une formation et prendre énormément de temps, cette formation-là se vende pas, non seulement elle se vend, mais elle apporte des résultats concrets aux gens. Au fil des années, ça peut aussi t'asseoir une certaine légitimité, mais surtout une confiance en soi, parce que tu dis quand même, je fais pas n'importe quoi. ouais. Bon, après, c'est à double tranchant parce que justement, bon, je garde les pieds sur terre, mais tu as une micro-starification qu'on te considère comme le mentor extrême, etc. Et parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on pense que tu sais absolument tout sur tout. Et la réalité, comme disait Gabin, c'est que plus on vieillit, on se rend compte qu'on ne sait rien sur rien. Ça, c'est garder les pieds sur terre et être humble. Mais ouais, parfois, ça te met un peu sur un piédestal qui peut être embêtant parce que on attend de toi que tu saches tout sur tout et que tu aies toujours la bonne phrase au bon moment, etc. Et c'est pas toujours le cas. Donc ouais, ça c'est le côté négatif de ça. Mais dans l'ensemble, il y a 99% de positif. Donc, ça Ouais, va. en gros, le côté un peu piédestal, des fois, on Ouais. te met un peu plus haut. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, c'est intéressant tes réponses. En tout cas, ça que j'aime bien, c'est que à chaque fois, c'est mûrement réfléchi ce que tu fais. Et bah, t'as quand même, voilà, à chaque fois, tu as quand même prouvé qu'en prenant le temps et en faisant bien les choses, on arrive à avoir de très beaux résultats. Donc gardez-le en tête hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ne vous précipitez pas et faites les choses étape par étape. Julien ne sait pas dire en même temps je vais faire de la fille, en même temps je fais du FBA, en même temps je fais de la formation, en même temps je fais machin. C'est très important de le préciser. On peut faire tourner plusieurs business en même temps, mais c'est très difficile d'en monter plusieurs en simultané, quasi impossible. Si on veut vraiment faire les bonnes choses, les faire à haut niveau et viser le top 5%, c'est ce que je vise dans chacun des business que je crée. C'est toujours d'être dans le top 5%, 10%. C'est là où tu manges en fait, c'est là où les gros gains sont. Ça sert à rien d'être top 0,1%, d'être le tout premier, à part si tu veux être Elon Musk. Mais déjà, si tu es dans ce top 5%, c'est là où il y a l'argent. Et si tu veux être dans ce niveau-là, tu peux pas le faire. C'est ce que j'avais dit dans une interview un jour. Le problème des gens qui commencent un petit peu ce chemin de l'entrepreneuriat, de l'amélioration de soi, de son mindset, de son corps, etc. Ils veulent avoir le business à $1 million, ils veulent avoir des abdos, la nana qui va bien, les enfants, la famille. Tu peux pas. À mon avis, c'est des volets de la vie et on peut pas tous les faire en même temps. Et donc, il y a eu Amazon. Il y a eu la croissance d'Amazon jusqu'à temps que je puisse mettre des assistants pour pouvoir faire des vidéos YouTube. Et il y a eu ensuite la croissance de YouTube qui a ensuite permis de faire les SaaS, etc. Enfin, voilà, ça a été une chose l'une derrière l'autre, tout simplement. C'est très important, gardez-le. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut pas aller dans tous les sens. Focus, un peu le one thing, tu vois, un peu une chose à la fois. Concrètement, ouais. Et maintenant, on va basculer un peu côté perso. Pour les personnes qui l'ignorent, tu vis où en ce moment? Enfin, tu vis où? Au Panama. Et oui, c'est bien que tu dises en ce moment, Ouais, parce que c'est vrai que je Dubaï. voyage beaucoup et j'ai fait 2 petites... donc là, ça va faire quasi 7 ans que je vis au Panama au moment où on fait cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai fait deux petites infidélités. J'ai vécu une fois 6 mois, une fois 10 mois à Dubaï. Mais je reviens toujours à Panama. C'est là où je me sens à la maison. C'est là où je me sens bien. Très bien. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus deep dedans. Parce qu'à la base, t'es né en France, t'es français, tout ça. À partir de quand t'as décidé de t'expatrier? Ça, c'est la première question. Et après, la continuité, c'est est-ce que tu penses que t'aurais réussi et aussi bien réussi si tu ne t'étais pas expatrié? Et là, attention, ça rentre. On rentre dans le clivage. Là. Ouais. Voilà, il y a deux grosses questions. Alors, la première... On y va petit à petit, vas-y. Ouais. La première question, je me suis un peu expatrié malgré moi, on va dire. C'est-à-dire que mon premier business, c'était au Maroc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des maisons d'hôtes. Et pour la petite histoire, je vais essayer de le faire le plus court possible. Mais en gros, ma famille avait un riad, donc ces maisons autour d'un patio, ces maisons historiques du 18, 19e siècle, avec des murs énormes, etc. C'est des jolies petites propriétés qui sont dans la médina de Marrakech.
Et donc, on avait ça comme maison secondaire, si tu veux. Et on y allait peut-être 1 mois par an. Il y avait du personnel dans cette maison, donc une cuisinière, un majordome. Et donc, le personnel se tournait un peu les pouces 11 mois l'année, si tu veux. Et donc, moi, je faisais mes études à Paris, BTS, Management des unités commerciales. Je détestais être étudiant, mais j'ai quand même terminé pas trop mal, premier de ma promo et tout. Mais c'est parce que vraiment, je voulais fermer le volet études. Et du coup, je me suis dit, il faut que je commence un business. Quoi faire? Et en allant en vacances, parce que moi, je passais pas, enfin, comme je disais, 1 mois par an au Maroc, à Marrakech. Et du coup, en grandissant, en faisant mon école de commerce, etc., je vois l'opportunité. Je vois les autres personnes qui ont des riads, des Français, des Belges, des Italiens autour, là, dans la Médina. Et je les vois passer avec des valises, des clients, etc. Et je vois qu'ils louent leur propriété. Du coup, je me dis, ça peut être sympa comme business à commencer. Donc, je me suis associé avec mon oncle, on a créé une SARL au Maroc. Et donc, je suis parti comme ça au Maroc avec un aller simple pour transformer une maison de famille en mini maison d'hôte, quoi. C'était une 5 chambres. Et puis ensuite, j'ai fait mes preuves. On est arrivé rapidement dans le top 100 des meilleures maisons d'hôtes au Maroc, au Marrakech, pardon, ce qui est très bien parce que c'est un marché ultra compétitif. À l'époque où j'y étais, donc il y a 13 ans, 12 ans, c'était le marché le plus compétitif sur TripAdvisor en obtention de review et tout ça. C'était un marché très très dur, Marrakech. Et donc j'ai réussi à aller dans le top 100 assez rapidement, puis dans le top 50 avec la maison principale. Et du coup, les propriétaires autour se sont aperçus que j'étais un bon gérant de maison d'hôtes. Et donc j'en ai pris comme ça une dizaine en tout. En simultané, au maximum, j'ai dû en avoir 8 maisons et plus de 25 employés suivant les saisons. Donc ça a été un joli petit business sur ces 5 ans. J'ai fait une belle performance. Et je sais plus c'était quoi la question. Et la question, en gros, c'était... pourquoi je me suis expatrié? Je suis parti à parler de ce business, je suis désolé. Et donc, je me suis expatrié malgré moi parce que le business était là-bas, il était au Maroc, donc je suis allé au Maroc. Mais mes parents, enfin, ma grand-mère, pardon, aurait eu une maison, j'en sais rien moi, à Jersey ou en Californie, ça aurait été en Californie. Ok, et en gros, qu'est-ce qui t'a fait aller dans un endroit comme le Panama, vis-à-vis, certainement, je pense, de la fiscalité déjà? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? Et après, je te reposerai la question par rapport Qu'est-ce au que fait ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Et surtout, si tu l'avais pas fait, qu'est-ce que ça aurait fait en fait dans ton business? Et est-ce que ça t'aurait empêché de réussir ou pas? Ok, très bonne question. Du coup, ce que ça a changé en moi, déjà de partir à l'étranger, ça te fait sortir de ce carcan que tu peux avoir en Occident, surtout dans un pays comme le Maroc qui peut être chaotique mais qui est très formateur. Purée, ce que j'ai appris, c'est mieux que n'importe quelle école privée à 5 ou 10 000 euros l'année à Paris. Là. Ça a été très très formateur pour moi. Donc ça m'a permis de penser out of the box, en dehors de la pensée collective normale, on va dire. Donc ça m'a rendu débrouillard, tac tac, voilà ce que ça a changé. La deuxième chose, effectivement, le Maroc c'est pas top fiscalement, bien qu'il y ait une énorme différence entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui se passe dans la réalité, mais ça on va pas en parler plus sur YouTube. Mais après, fiscalement, effectivement, le fait d'aller dans un pays comme le Panama, ça m'a permis de descendre mon imposition drastiquement. Et au-delà de l'imposition, ce que je vois aussi, c'est que ça m'a permis de ne pas crouler sous de la paperasse, etc., des démarches administratives qu'on peut avoir quand on est en Occident. Donc ça m'a fluidifié de ce côté-là, de pouvoir me concentrer uniquement sur mon business, parce qu'il y a des gens qui passent chaque année des semaines sur la compta, etc. Si on cumule tout le temps que les gens passent concrètement sur la maintenance de toutes les normes, les régulations qu'on vous demande, qu'on vous impose en Occident, c'est des semaines, peut-être des mois chaque année. Donc ça m'a enlevé ça. Donc je récupère des semaines ou des mois dans mon business de focus et donc de croissance. Et puis forcément, quand tu payes pas la moitié ou plus de ce que tu gagnes en impôts, ça te permet de soit t'enrichir plus, soit de remettre plus dans ton business, de développer plus, d'employer plus de gens pour encore plus scaler. Et donc effectivement, ma trajectoire de vie, si j'étais resté en France, elle aurait été complètement différente. Je pense que j'aurais été quand même un entrepreneur à succès, mais sûrement pas à ce niveau de fortune, clairement. Et puis pas à ce niveau de business non plus, parce que j'aurais été freiné par trop de choses. Donc clairement, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée que de partir de France. Ouais. En plus, comme tu le dis, l'argent que tu n'as pas
donnée, entre guillemets, enfin, si tu la donnes pas, qu'on t'a pas pris, si tu veux prendre un autre terme, en imposition, c'est aussi de l'argent qui t'a permis, comme tu l'as dit, d'investir dans tes propres business. Et donc, du coup, c'est même pas une question de réussite ou quoi, c'est une question de temps. En fait, tu t'es acheté du temps. C'est ce que je dis, ouais. Tu t'es acheté un temps incroyable. Et donc, les niveaux, en fait, peut-être que tu aurais peut-être fini par avoir ce niveau-là, peut-être dans 15 ans, tu vois, C'est ou je ça, sais c'est pas, ça. tu vois. C'est totalement ça. Ça, c'est à prendre en considération. On va pas rentrer dans le détail de tout ce qui est est-ce que l'herbe elle est plus verte ailleurs ou pas, mais surtout avec ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte européen et plutôt français, de se poser des questions sur au final, est-ce que l'herbe, on nous a dit qu'elle n'était pas plus verte ailleurs, mais on a le droit de se poser quand même 2-3 fois la question et de se dire et si? Et en faisant Bah, les calculs, des fois on se dit pas plus mal au final. Hein. Fiscalement, c'est sûr qu'elle est plus verte qu'en France. Ça, c'est pas difficile. Vous prenez une fléchette, vous la lancez sur un globe, il y a peu de chances que vous soyez plus fiscalisé et plus réglementé qu'en France. Bon, ça, c'est sûr. Après, plus verte ailleurs dans le style de vie, etc., ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça je dis toujours, il n'y a pas de pays parfait. Il y a juste des pays qui cochent des cases. Et l'important, c'est d'être dans un pays qui coche un maximum de cases pour ce que vous voulez, vous, à un instant T de votre vie. Parce que forcément, on évolue. Il y a des moments de votre vie où vous aurez besoin d'autre chose. Mais ouais. Pour le thème fiscal, je pense qu'on peut répondre à la question en disant que oui, c'est plus vert ailleurs. C'est clair. Et puis surtout, en fait, tu peux te poser la question avec quel compromis tu as envie de vivre, en fait. Ouais. Et là, en général, t'en choisis, t'as le choix, en fait, sur ces compromis, surtout toi aujourd'hui. Et au final, tu avais dit que tu étais, enfin, on a parlé un petit peu de Marrakech, mais tu étais allé aussi à Dubaï, tu voyages pas mal. Il n'y a rien d'autre qui t'a donné envie à un moment donné en te disant bon ok Panama c'est bien mais il y a d'autres endroits dans lesquels j'ai envie de vivre. Si, clairement, j'en parlais dans ma FAQ justement, on me demandait si tu vivais pas à Panama, où ça part en sucette, Panama ou quoi, où tu peux plus vivre à Panama, où est-ce que tu vivrais? Si c'est dans cette zone du monde Americas, j'aime bien Buenos Aires en Argentine. J'aime beaucoup cette ville. J'adore cette ville. Donc sûrement là-bas. Il y a quelque chose que je retrouve là-bas que j'adore, le flair un peu européen. Les petites rues pavées et tout. Ouais. Il y a une douceur de vie, c'est propre, c'est pas tagué. Il n'y a pas de vomi de toxicomane comme à Paris. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc sûrement Buenos Aires en Argentine, surtout avec le nouveau président Javier Milei là, qui fait un travail extraordinaire. Je suis très bullish sur l'Argentine. J'aime beaucoup Punta Cana aussi, où je passe pas mal de temps. Ça serait plus dans un cadre familial, tu vois, où si tu veux vraiment te retirer un petit peu de la ville, de tout le brouillon que ça peut apporter. Donc j'aime bien Punta Cana. Et sinon, en Europe même, il n'y a rien qui me plaît. Vraiment, pour visiter, oui, bien sûr, mais pour vivre, non, pas du tout. Et côté Asie, j'aime beaucoup Singapour. J'adore Singapour, c'est ma ville de cœur. Mais je trouve ça trop cher, en fait. Moralement, même si je gagne très bien ma vie, même si j'ai atteint un bon niveau de fortune, pour garder les standards que j'ai au Panama, ça me coûterait une fortune que je n'arrive pas à m'auto-convaincre de dépenser. Donc, je pourrais le faire, bien sûr, je peux le faire, mais psychologiquement, je n'arrive pas. Mais sinon, Singapour, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Singapour. J'adore Hong Kong, mais il y a un peu un shift un changement qui est en train de s'opérer, qui fait que je suis plus très bullish sur Hong Kong. C'est toujours une ville qui est extraordinaire, mais ouais, en Asie, là où je pourrais vraiment vivre, ça serait Singapour. J'aime bien Kuala Lumpur aussi, j'aime beaucoup Kuala Lumpur. Voilà. Après l'Asie, j'adore, mais en picorant, tu vois, je fais un peu le reste de l'Asie, c'est un petit peu plus passer quelques temps dans les destinations, mais pas pour y vivre. Kuala Lumpur, tu le mets quand même devant Bangkok. Moi, je préfère Kuala Lumpur que Bangkok, c'est fou. Hein, en même temps, tu as mis Singapour devant Bangkok, donc on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'aime beaucoup Singapour, mais je trouve que c'est une ville trop lisse. Je trouve qu'il manque un cœur qui bat dans cette ville. Alors, elle est magnifique, hein. Il y a des coins, j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, quand tu regardes combien tu payes, tu te dis, bon, ok, est-ce que ça vaut vraiment ce que je suis en train de payer? Mais surtout, moi, je me ferais chier. Je te le dis sincèrement.
C'est sûr que c'est, encore une fois, c'est une question de personnes, de cases à cocher en fonction de ce que tu aimes. Panama, c'est assez boring, hein, il n'y a pas une grosse industrie du fun, tu vois. Mais c'est ce que j'aime. J'aime être dans une bulle, pas trop être sollicité. J'aime bien avoir mon confort, que les choses fonctionnent bien, une belle vue, la mer, les petites îles dans le fond, là, j'adore. Mais clairement, c'est pas pour tout le monde, Panama. Et pareil pour Singapour. Et tu vois, Singapour, c'est un peu Panama sous stéroïdes, tu vois, en plus propre, plus développé, etc. Mais je m'y retrouve bien. Mais c'est sûr que la plupart des gens, ils préféreraient largement Bangkok. Et je pense, si tu demandes à 100 personnes, ouais, 75% des personnes vont préférer Bangkok, le côté ville qui s'arrête jamais de tourner avec des trucs fun en continu, etc. Pour moi, c'est trop. En fait, j'adore, mais je me perds dans une ville comme ça. Tu vois, j'aurais pas pu monter mes business à ce niveau-là, dans des villes aussi agitées comme ça. Mais j'adore y aller. Attention, hein, je suis pas en train de faire du Bangkok bashing ou du Thailand bashing. J'adore et je compte y aller encore plus. Mais voilà, c'est un peu difficile de construire pour moi là-bas parce que ça demande une plus grosse discipline que dans des pays comme Singapour ou Panama où voilà, c'est assez sous les radars, c'est tranquille et t'es pas trop sollicité. Je comprends. Tu parles de voyage. Moi, il y a une question quand je regarde certaines de tes vidéos, je me dis, ok, il voyage, mais il continue de produire des vidéos en voyage. Du coup, je me dis, mais est-ce que tu voyages avec du matos? Ou est-ce que tu t'arranges pour trouver un studio sur place ou quelque chose? Comment tu t'y prends pour ça, pour ton activité de youtubeur? Alors, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que dans le passé, jusqu'à 2 ans, j'emmenais du matos, mais très light, c'est-à-dire un trépied, une caméra Sony A6400, A6600, je crois, et un micro-cravate. Voilà. Et une petite key light de Elgato, la toute petite. Voilà. Donc, on était sur un format très compact, sachant que je voyage tout le temps avec une valise cabine. Je ne supporte pas de check-in une valise dans un avion. Donc, j'avais un trépied très compact. Je ne sais plus le nom, mais il est en carbone, il est tout petit. Et donc voilà, c'est très, très minimaliste. J'ai fait ça jusqu'à il y a 2 ans. Et maintenant que j'ai commencé à faire tourner les vidéos par quelqu'un d'autre, eh bien je m'organise. Donc déjà, ça demande un petit peu d'organisation d'avoir du contenu d'avance. Maintenant, j'arrive à faire ça, alors qu'avant, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais pas de contenu d'avance. Donc maintenant, j'ai toujours 2-3 semaines, voire jusqu'à 5 semaines d'avance. Je n'ai pas encore réussi à faire plus que ça. J'admire Théophile Hélier, qui lui, à un moment, alors il fait plus ça maintenant, il a peut-être deux vidéos d'avance, je crois maintenant. Mais à un moment, il tournait 6 mois par 6 mois. Et ça, le king. Là, c'est incroyable, je trouve, parce que tu as 6 mois où tu peux te libérer de cette tâche d'enregistrer les vidéos et de passer sur autre chose sur tes business, etc. Bref, donc avoir un peu de contenu d'avance et puis ensuite, par exemple, tu vois, je vais en Thaïlande. Salut Théo, est-ce que tu peux me prêter ton caméraman? Ça marche, ok. Du coup, quand je suis en Thaïlande, j'utilise le caméraman de Théophile Hélier, qui est super, à qui je passe le coucou. Quand je suis à Panama, j'ai mon équipe ici, j'ai un Théo aussi, il s'appelle Théo, le caméraman ici. Et puis si je suis dans des pays où j'ai pas d'équipe réellement, on regarde les studios de podcast, donc mes assistants s'en occupent. Là, par exemple, j'ai fait un podcast à Belo Horizonte au Brésil. Voilà, on a été dans un studio. C'est pas aussi bien que quand c'est dans un intérieur sympa et tout ça. Je trouve que ça me manque encore, que les studios de podcast dans le monde ne sont pas encore au top du top. À Dubaï, c'est bien. À Panama, là, on en a un super. Mais il y a beaucoup de pays où ça pêche. Et je pense d'ailleurs que c'est un super business model, surtout que la créateur économie... Exactement ce que j'étais en train de me dire. Je suis encore étonné qu'il n'y ait pas une sorte de WeWork à petite échelle, d'un truc un peu standardisé, qui soit vraiment léché, propre et tout. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment une table de conférence avec 2 micros et un fond, ils mettent une lumière et sur un mur bleu. C'est pas très cherché, là, la plupart des studios de podcast. J'ai regardé un peu en Asie, tu vois, et j'ai trouvé que... Excuse-moi. En fait, juste une petite parenthèse, je regardais le marché de l'IMO à Bangkok et tout. Il y a des nouvelles tours qui sont en construction là. Pour être livré début 2026. Donc vous verrez, en fonction de quand vous verrez la vidéo, dans quelques années, elles seront déjà en place. Ils ont déjà prévu dans les facilities d'avoir des salles de streaming, des pièces de streaming et tout, pour les créateurs de contenu. Moi, je trouve ça complètement dingue. J'ai vu ça. Ça montre à quel point ça va être ancré dans la vie de demain, de créer du contenu. Et de toute façon, il y a...
il y a encore quelques années, tu disais à ton avocat, etc., ou je sais pas, n'importe quelle profession, celui à qui te vend les vitres ou n'importe quoi, tu devrais faire des vidéos de YouTube, il te prenait pour un fou. Maintenant, la plus grosse clientèle là, du studio de podcast de mon ami Théo là, à Panama, il vient de l'ouvrir il y a quelques mois, au début, il pensait qu'il allait faire que des infopreneurs ou des YouTubeurs comme moi, tu vois. Bah non, en fait, ça représente très peu de son chiffre d'affaires. Le plus gros de son chiffre d'affaires, ça va être des avocats, ça va être des partis politiques, ça va être, je sais plus qu'est-ce que c'est, mais c'est complètement hors de ce qu'il pensait. Et en fait, ça montre à quel point maintenant c'est important d'avoir une présence vidéo, d'expliquer ce que tu vends à travers une vidéo, de créer une connexion avec ta clientèle. Et il n'y a pas meilleure façon que de vendre son produit. Et c'était une aberration qu'ils n'y soient pas. Et ils sont en train de prendre conscience. Et je pense que tous les corps de métier maintenant vont être sur YouTube. Ouais, trop bien. Non, mais du coup, c'est bien ce que tu dis, c'est que tu as même évolué aussi dans ton rapport avec le matériel, où aujourd'hui, en fait, tu fais confiance, tu essayes de trouver un endroit où même toi, ça te retire une charge mentale, Ouais. au moins, et puis ça te retire une charge tout court en kilos. J'emmène plus rien, j'emmène juste un petit, comment on appelle ça, un tripode, tu sais, tu connais les Joby, je crois, ça s'appelle la marque là, Ouais, les trucs un peu. ouais, c'est ça. Ouais, Ok, c'est ça. un petit tripode qui prend vraiment pas de place, et j'emmène, donc j'ai mon iPhone toujours sur moi. En vrai, ceux qui veulent commencer YouTube, arrêtez de procrastiner, ça c'est, voilà, vous commencez Ouais, avec ça. exact. Bah ouais, et donc j'emmène un tripode pour pouvoir poser le téléphone, et les petits micros de DJI Mic là, ils sont vraiment très bons, ils sont se mettent excellents. directement dans l'iPhone. Voilà, basta. Donc ça, je prends ça en filet de sécurité si j'étais dans un endroit où il n'y a pas de studio, ou alors si j'ai envie de faire une vidéo très naturelle en me baladant, ce qui m'arrive pas trop souvent, mais je le fais de temps en temps, tu vois, ça m'arrive. Ou quand je suis à Punta Cana, par exemple, je mets la caméra, l'iPhone sur le truc, sur le golf cart, et rouler jeunesse, tu vois. Et parfois, il y a des gens, tu vois, ils procrastinent parce qu'ils se disent, ah, si je veux faire du contenu, il me faut un studio, machin et tout. Mettez-vous en extérieur avec une bonne lumière, voilà, ça arrange déjà le gros problème, parce que souvent ce qui est problématique, c'est la lumière. Si tu as un iPhone des 4-5 dernières générations avec une lumière extérieure, vas-y, roulez jeunesse. Tu prends un micro, un lavalier mic à 50 balles, parce que c'est important quand même le son. Quoique maintenant, la prise de son sur les iPhones, elle est assez impressionnante. Je trouve que ça commence à être très bon. Donc, ouais, c'est vrai. voilà. Mais c'est bien ce que tu dis. En plus, les formats que tu avais fait là, sur le terrain de golf. Sur le golf cart. Alors, en plus, ça me fait marrer parce que tu dis qu'il y a des vidéos où tu peux prendre énormément de temps à les tourner. Ah ouais, là, c'est du one shot d'ailleurs. Tu n'as pas fait le tour pendant toute la journée. En vrai, je crois que je l'ai enregistrée 2 fois, celle-là, ou 2 ou 3 fois peut-être. Je la refais et la meilleure prise, je la garde. Mais quoique celle-ci dont on parle, si on parle de celle où je parle de parce que j'en ai fait plein sur des golf carts, celle-ci du projet de baraque à Punta Cana, c'est un one-shot ça. Et donc il y a quelques petites coupures de moments où il y a une autre bagnole qui passe, ça fait du bruit ou un truc, là je coupe, mais c'est presque... Là, c'est ultra naturel, effectivement. Et ça permet de faire du contenu rapide, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc, en gros, retenez bien une chose, ce qu'on dit est plus important de comment on le dit. En fait, c'est une façon un peu bestiale de l'expliquer, mais en gros, ce que tu vas dire, le fond est plus important que la forme. Même si la forme compte, c'est vraiment la pertinence de ce que tu as raconté qui va faire toute la différence. Donc, si t'es pas obligé d'avoir un micro Rode comme le mien, avoir tout le sound system et la vidéo et tout. Si tu parles bien et que tu expliques bien les choses et que tu crois en ce que tu dis, ça fait le job, hein, franchement. Bah oui, t'as des vidéos qui ont fait des millions de vues et des millions de dollars derrière de vente. Les mecs, ils étaient avec leur... Tu sais, je sais pas si tu te rappelles des vieilles vidéos de Sam Ovens. Bien sûr. Mec, il était avec son... Je sais pas ce qu'il avait rien. Il tournait en rond dans son bureau. Pas celle qui était ultra millimétrée, hein, celle où il était presque dans un appart vide, tu vois. Mais c'est les revenus, hein, c'est la tendance aujourd'hui de retrouver de l'authenticité dans les contenus. Ouais. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui prennent une Osmo Pocket, un téléphone ou quoi, et qui vont même pas cutter en fait. Ouais, donc, clairement. Au final, la forme, ça évolue. Mais ce qui va compter, c'est la pertinence du contenu. C'est ce que tu racontes à l'intérieur, à la fin de tout. Tu auras du mal à garder ton... Même si tu as l'image la plus chiadée, que tout est impeccable et tout, si tu racontes quelque chose qui est inintéressant, bon, ça fera pas de vue, ça n'intéressera personne. Exactement. Donc, à garder en tête. En tout cas, comment tu fais, toi, au niveau de tous tes business, pour pas être overbooké? Est-ce qu'à un moment donné, tu as été un peu overbooké? Est-ce que... Je fais référence à ce que tu disais sur Théophile Hélier, qui a fait du 6x6, on va dire ça comme ça. 6 mois de contenu enregistré d'un coup pour être tranquille pendant 6 mois. Bravo.
franchement. Ça Ouais, nécessite quand même une machine. un gros focus quand même sur la création des contenus et tout. Faut quand même le faire, hein. Sachant Euh, que j'ai pas envie de dire je sais plus exactement comment ça se passait, mais je crois que c'était en quelques semaines, hein. Ils tournaient ça en 2-3 semaines, 6 mois de contenu. Donc ça veut dire que tu fais 10 vidéos par jour. Enfin, il faut avoir une énergie incroyable. Ceux qui nous regardent, qui n'ont jamais tourné une vidéo, quand tu tournes une belle vidéo et que tu mets vraiment du cœur, ça te vide bien en énergie. Moi, le maximum que j'ai réussi à faire en une seule journée, c'est 3 vidéos. Et je peux te dire qu'à la fin de la journée, tu es rincé de chez rincé. Si tu veux faire des vidéos de la qualité de ce que je produis sur ma chaîne et avec cette profondeur-là, tu es rincé de chez rincé. Donc faire 10 vidéos par jour et continuer ça, parce que moi, quand je fais 3 vidéos dans une journée, me demande pas d'enregistrer une vidéo dans les 3 jours qui suivent, hein. C'est c'est clair. hors des questions. Laisse-moi au moins 5 jours avant que je me remette devant une caméra. Donc quand tu fais ça, 10 vidéos par jour sur plusieurs semaines, mec, il faut avoir une force, une discipline incroyable. C'est pour ça que je dis c'est le boss en termes d'enregistrement de vidéos. Et toi, du coup, t'as souffert de ce côté overthinking, overbooké, un peu burn-out avec tous tes business et tout, ou t'as plutôt essayé Ouais, de bah, contrôler? assez vite, on peut se retrouver à s'ensevelir soi-même sous plein de choses à faire. Après, un truc que j'adore faire, et bon, je le fais plus trop souvent, mais je l'ai fait beaucoup au début quand j'avais ce problème-là, c'est tu marques tout ce que tu voudrais faire et tu rayes tout ce qui rapporte pas d'argent. Voilà. Et Ouais, donc, ça te permet d'aller à l'essentiel et de faire du one thing, tu vois, de se focuser uniquement sur ce qui est important. Mais ouais, comment je gère ça? Bah, encore une fois, en gérant vraiment ce qui est vraiment ce qui a le plus gros levier dans ce que je fais. La délégation, ça a été extrêmement important. J'ai eu beaucoup de chance dans les personnes que j'ai recrutées au départ, parce qu'au départ, j'avais pas les process que j'ai maintenant. Maintenant, on a des process assez compliqués. C'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, à 95%, c'est un good fit et c'est pour la durée, tu vois, ça va marcher. Mais au départ, j'ai eu de la chance avec mes premières recrues, Loïc, dont je parlais un petit peu plus tôt, qui est vraiment le superviseur sur Osei TV juste en dessous de moi, avec qui, donc maintenant, c'est devenu un de mes meilleurs amis et également mon associé sur les SaaS qu'on fait. Et j'ai eu cette chance de le recruter dans les premières personnes sur Osei TV. Et lui, il a permis de re-recruter d'autres personnes en dessous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pour moi sur Osei TV, qui sont mes collaborateurs, à qui je n'ai jamais parlé. Donc voilà à quel niveau on est arrivé. Et c'est ce qui me permet de ne pas être enseveli sous une liste, parce que tout simplement, je vais passer, s'il y a des tâches que je pense qu'ils pourraient être faites par quelqu'un d'autre et que ça ne va pas affecter la qualité du travail rendu, eh bien, je le délègue directement. très bien. C'est important ce que tu dis, de déléguer dès qu'on peut. C'est comme ça Et qu'on scale. d'accepter un peu le 20-80, tu vois, parce que quand on est dans un cerveau comme le mien, ultra perfectionniste, au départ, c'est vachement dur de lâcher prise, hein. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps, je sais pas combien d'années j'ai fait des vidéos YouTube en les enregistrant moi-même, etc., en les éditant, parce que je voulais que tout... Purée, de passer ce bébé-là, de le faire par quelqu'un d'autre, ça a été un travail sur moi très très dur. Mais par contre, ça a été un game changer dans mon temps, dans la qualité. Même les vidéos, elles sont bien mieux depuis que c'est plus moi qui les fais. Il faut arriver à accepter ça. Très bien, très important. Merci. Par rapport à, du coup, ce game changer, tu as eu des game changers dans ta vie. Au niveau du côté successful, à quel moment tu te dis, il faut que je répartisse mon argent au niveau de l'investissement? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as fait des erreurs? Je sais pas. Parce que Ouais. tu peux être tenté de te mettre un peu de l'argent dans des endroits et en final tu dis merde, putain, j'aurais dû mettre ça ailleurs, j'aurais dû prendre le temps. Comment ça s'est passé cette étape où d'un seul coup tu dis ok, j'ai de l'argent, maintenant il faut que j'en fasse quelque chose? Ok. Bah, déjà, au départ, tout mon argent, et c'est ce que je recommande à tous les gens qui commencent à gagner un peu d'argent, je l'ai réinvesti dans mes business, hein. Donc, avant de vouloir faire le Warren Buffett et essayer de faire du stock picking, déjà maximiser ce qu'on peut faire avec l'existant, avec ce qui vous a permis d'avoir cet excédent d'argent. Ça, c'est la première règle et c'est ce que je me suis auto-appliqué. Donc ça a été le cas. Et puis, il y a un moment où tu as vraiment de l'excédent d'argent au point où ça fait plus sens de le réinjecter dans tes business. Tu peux tout simplement l'investir. Au début, j'ai fait pas mal de... on appelle ça place au Firo ici, des comptes à terme. Donc à Panama, il y a des juridictions dans le monde où tu vas avoir en fait la possibilité de bloquer ton argent dans la banque pour une durée déterminée et on va te donner un rendement annuel. Ça va être entre 4 et 6% souvent. C'est à peu près ce que tu arrives à trouver. Donc ça a été le premier type d'investissement que j'ai pu faire. Après, j'ai fait d'autres types d'investissements. J'ai investi dans des fonds d'investissement au Luxembourg, par exemple, où
En gros, je fais de la dette privée, donc ça va être sur plusieurs secteurs. Ça peut être du factoring. Je sais pas à quel point tu veux que je rentre dans le détail, que j'explique les investissements, parce que j'en fais quand même pas mal, donc je sais pas combien tu veux que la vidéo dure de temps et à quel point tu veux que je rentre dans le truc. En gros, qu'on comprenne comment tu es rentré en fait dans l'investissement et Bah, il y a un moment où tu comprends, comme je t'ai dit, il y a un point d'inflexion où tu te retrouves avec trop de cash pour que ça fasse sens de le réinvestir dans ton business. Enfin, c'est pas que ça sert plus à rien, mais que ton business il a une taille qui est correcte, il roule par lui-même, etc. Et donc tu te retrouves avec un excédent de cash qui commence à s'accumuler sur tes comptes et tu te rends compte qu'il y a de l'inflation et qui tape à ta porte chaque année et qui te fait perdre en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le numéraire sur ton compte, il reste le même, mais ce que ça te permet d'acheter, ça descend d'année en année. Donc tu peux pas laisser ton argent à pourrir, entre guillemets, hein, sur tes comptes. Donc là, tu as cette réflexion de comment tu vas investir. Moi, dans ma mentalité, je veux rester avec des investissements qui ont le moins de volatilité possible parce que je l'ai fait. Il y a eu des moments, si tu veux qu'on parle des erreurs que j'ai pu faire, j'ai fait le stock picking de penser que je pouvais battre le marché, aller choisir des actions, etc. Encore une fois, on peut pas tout faire en même temps. On peut pas monter des business. On peut pas, tu peux pas tout faire et être en plus un génie en investissement. puis statistiquement, le stock picking, c'est compliqué. C'est très très dur. C'est très compliqué. Faut mieux tout simplement S&P 500, ça bat le stock picking. Mais un ETF et puis on en parle Un plus. ETF et basta. C'est pas sexy, ça va pas t'occuper toute la journée. Peut-être qu'il y a des gens qui ont cette peur du vide et donc qui préfèrent faire du stock picking, etc. Mais à la fin de tout, c'est plus efficace, quoi. Donc oui, je voulais pas de volatilité sur mon capital parce que ça m'affecte sur mon business quand j'ai de la volatilité sur mon capital, surtout que maintenant on parle de chiffres importants, maintenant ma fortune globale. Donc c'est pour ça que j'aime tous les investissements qui sont ce qu'on appelle en anglais fixed income product. Je sais pas comment le traduire, mais des produits avec un revenu fixe, voilà, où le principal n'a pas de volatilité. Donc l'argent que vous investissez n'a pas de volatilité. Après, voilà, les possibilités de gain sont jamais énormes si on compare avec vous avez trouvé Tesla 5 ans avant que ça pète. Oui, non, c'est pas la même chose. Là, vous allez faire si vous êtes pas trop mauvais, vous faites moi là sur l'ensemble de ma fortune, je suis tu vas être dans les 7% à peu près, quelque chose comme ça, 6%, entre 6 et 7. Si tu prends pas trop de risques, après tu peux prendre plus de Ça dépend risques. si t'es ce qu'on appelle offensif ou pas en fait. Ouais. Si tu as un portfolio offensif, oui, tu vas prendre plus de risques, mais voilà, faut vivre avec quoi. C'est ça. Et encore une fois, il y a des gens qui vont bien encaisser cette volatilité. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas la volatilité. C'est-à-dire de commencer une journée où j'ouvre mon Interactive Broker ou à l'époque, mon truc de crypto, j'utilisais CoinStat pour avoir absolument tous mes exchanges, etc. Et que tu commences la journée, tu es déjà à moins 120 000 $. Ça fait chier, même si tu sais que pas vendu, pas perdu, etc. Oui, on peut dire ce qu'on veut, mais tu commences une journée à moins 120 000 $, tu vois. Et ça, J'allais quand te tu prends les demander si tu avais de la crypto, et vu que tu me disais que tu étais assez sensible à la volatilité, est-ce que tu en as toujours ou c'est quelque chose qui est mineur très peu, ça représente plus rien de mes investissements. J'en ai eu beaucoup, j'ai eu près de 2 millions de $ dans l'ancien bull run, dans le bull run précédent. Je me suis brûlé les ailes comme il faut. En gros, j'étais investi chez Anchor Protocol, je ne sais pas si tu te rappelles, le projet Terra Luna et tout ça. Et en gros, il y avait un stablecoin qui s'appelait l'UST, qui a dépégué. Ah Et oui, en fait, moi, je faisais rien. Encore une fois, même dans l'univers crypto, tu vois, j'étais dans les trucs où il n'y avait pas de volatilité. J'étais beaucoup sur des stablecoins que je faisais travailler sur des plateformes de crypto lending. Donc moi, ce que je cherche à chaque fois, c'est le rendement. C'est protéger mon capital et faire du rendement. Et là, tu pouvais aller chercher des rendements qui étaient quand même super intéressants à l'époque. Et Anchor Protocol, j'avais 440 000, un truc comme ça. Et dans la nuit, j'ai perdu 220 000. Plus j'avais 130 000 en Luna, pour le coup, là c'est plus volatile, mais j'avais un peu de Luna qui valait plus que zéro le lendemain ou quelques milliers de $. Donc j'ai perdu 300 000 comme ça en 24 heures. Et après, un peu sur l'ensemble du portefeuille crypto, en gros, de mon principal, de ce que j'avais mis en crypto, j'ai perdu 440 000 et j'ai rien gagné, alors qu'à un moment, j'étais en
en positif de 800 000. J'avais fait une bonne performance sur certaines cryptos, etc. Donc voilà, ça c'est la plus grosse erreur que j'ai fait en investissement, ça a été les cryptos, d'être un petit peu trop confiant, etc. sur ces plateformes. Je trouvais ça intéressant à ce moment-là. Pas assez de cash out dessus, trop confiance au marché. Ouais, penser que ça va aller jusqu'à to the moon. Et ouais, donc ça a été l'erreur. Et j'ai fait un peu de stock picking, mais franchement, là-dessus, je suis gagnant sur la grosse picture. Mais ça m'a en fait fait perdre du temps. Même les cryptos, c'est pareil. À regarder tous les projets, à être sur Twitter, Reddit, machin. En fait, là où j'ai le plus de levier, là où je gagne le plus d'argent, c'est dans mon business Amazon, c'est sur YouTube, c'est dans les SaaS. Après, c'est quand même différent. L'investissement, c'est travailler le capital. Et là, tu crées du capital de l'autre côté avec du business. Donc, pour moi, c'est difficile Mais de en faire fait, le parallèle. le truc, c'est Et que je comprends ce que tu veux dire. T'as pas de levier. Tu vois, tu investis dans Tesla. Qu'est-ce que tu vas changer au cours de l'action Tesla si tu prends une mauvaise décision et tout ça, alors que quand tu mets ça dans tes business, ton propre argent ou ton temps, bah là, tu as vraiment tu peux opérer un changement de trajectoire. Clairement. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je fais que des investissements passifs. Donc, je me suis un peu arrêté, mais tout à l'heure, donc, grosso modo, si on doit résumer les investissements que je fais, là, je les ai tous devant moi. Beaucoup de comptes à terme, beaucoup de private debt, de dette privée, pardon, à travers un fonds d'investissement au Luxembourg. Après, tout ce qui va être obligations d'État, obligations de société et produits structurés, notes structurées à travers des banques privées. Voilà. Et également un fonds de liquidité BlackRock que j'utilise aussi, qui là en ce moment performe correct. Pareil, encore une fois, le principal est garanti. On est à 5,30 là. Mais bon, ça va sûrement descendre, donc il va falloir que je réalloue. Et de toute façon, tout ça, ça change en continu. Ça c'est un boulot quand même à part entière. Donc, je m'enlève quand même le côté stock picking, d'aller évaluer les bilans des sociétés, mais j'ai quand même un travail de rebalance, voilà, que mon argent soit efficient en continu. Ouais, Ouais, non, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est ce qui complète un entrepreneur, c'est de dire, ok, tu sais, entre guillemets, créer de l'argent. C'est pas vrai, c'est un abus de langage, mais le but, c'est aussi après derrière de le faire fructifier, de te faire travailler ce capital-là. Donc, tu as la phase de réinvestissement dans ton propre business, mais tu as aussi une phase de consolidation avec de l'argent que tu vas placer pour qu'il travaille lui-même pendant que tu es en train de faire ton business. Et puis aussi que ça te protège plus tard, peut-être d'un mauvais choix pour ta propre société, on ne sait jamais, ou d'un choix personnel de passer à autre chose et d'être content d'avoir capitalisé sur cet investissement passé. C'est important d'avoir tout de suite, à mon sens, ce regard de « Ok, je gagne de l'argent, mais pourquoi pas le placer plutôt que de le garder en banque et de le voir fondre au soleil comme une glace au soleil, quoi, tu vois ?» C'est ça. Et là, clairement, au jour d'aujourd'hui, sur donc mes liquidités, sur mon argent qui est investi, ça rapporte 513 070,97 $ par an. 42 755,91 $ par mois. Voilà. Donc c'est une nouvelle source de revenus, quoi. C'est clair. En gros, et ça va faire qu'augmenter grâce à l'argent que tu crées, que tu réinvestis, et dans 15 ans, la somme ne sera pas du tout la même. Et donc ça, c'est important. Mais là, tu regardes avec les intérêts composés, c'est incroyable en fait. Un jour, faites-le, mettez quelques millions et regardez avec la courbe, et puis tu as une inflexion sur la fin de ta vie qui est énorme. Là, rien que comme ça, si je ne gagnais plus d'argent avec mes business, mais juste en laissant l'argent à travailler comme ça, déjà on parle plus de 100 millions en fin de vie. Et si je continue à gagner ce que je gagne et que j'ajoute ça et que je fais fructifier ça au même taux, etc., on parle d'une fortune en centaines de millions de dollars en fin de vie. Ouais. Alors, on en arrive à une des dernières questions de notre échange, et je te remercie parce que c'est ultra intéressant. À la base, je voulais te poser la question, qu'est-ce qui te fait lever le matin? Mais ce qui m'intéresse le plus dans ton écosystème, au niveau, voilà, tu fais de l'investissement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais à un moment donné, tu faisais de l'investissement dans les montres, il me semble. Ah, oui. Ouais, c'est par passion. Oui, j'ai quelques belles montres aussi, ouais, effectivement. Voilà, bon. Parce que j'ai vu que maintenant, tu avais une Casio. Tout le temps, ouais. Et j'aime les montres aussi, c'est pour ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. J'ai quelques pattes, je ne les porte pas, ouais. Ouais, mais pareil, ça reste aussi un investissement. Et comme il y en a qui investissent dans le vin, dans les chaussures, enfin, il y a plein de choses. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qui te fait continuer
de te lever le matin, bon, j'y reviens sur ma question, mais de faire des vidéos, de continuer de faire fructifier ton business, de continuer d'être présent physiquement devant ta caméra et tout ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu continues alors que tu es quand même déjà très successful, que tu pourrais t'arrêter et que ta vie continuerait du mieux possible? Ouais, en fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, entière, que j'ai publiée là il y a quelques jours, mais je vais essayer de te la synthétiser. Et effectivement, si on est pragmatique, comme je viens de le dire, je gagne plus de 500 000 $ par an, même si je me lève pas, et que je fais plus de business. Donc, et en soi, je dépense à peu près 200 000 $ par an. L'année où j'ai le plus dépensé, c'est l'année dernière parce que justement on a vécu à Dubaï et les prix étaient bien plus élevés, le coût de la vie était plus élevé. On était autour des 300 000 $. Donc en gros, j'ai toujours un buffer par rapport à ce que me rapporte mon argent de 200 000 $ de sécurité. Donc oui, j'ai plus d'intérêt financier en proprement parler de travailler. En gros, ça changerait plus grand-chose à mon style de vie. Je vis bien et je suis confortable au niveau où je suis. Mais il y a plusieurs choses. Je vais essayer de synthétiser. La première, c'est que de base, je suis un entrepreneur, ça m'anime de faire tout ça, ça me plaît. Qu'est-ce que je ferais d'autre en fait? C'est par ça que j'ai terminé ma vidéo YouTube. Il faudrait pas être à côté de moi sur un transat. Je me fais chier éperdument à la plage. J'aime bien me balader 2 minutes comme ça, mais je suis pas bon à rien faire en fait, tout simplement. Donc ça m'amuse de créer des choses. En fait, c'est un peu comme il y a des gens qui aiment bien faire des jeux vidéo, tu vois. Et moi, c'est de faire du business, c'est mon jeu vidéo. Ça m'amuse autant, en fait. Il y a des gens qui vont être addicts à aller jouer à, je sais pas, un jeu vidéo. Je connais même plus les noms de jeux vidéo parce que j'y joue plus, mais ils vont être addicts à un jeu vidéo, à Minecraft. Voilà, ça, je m'en rappelle. Ils peuvent y passer 4 heures par jour et ils se sentent bien à le faire, ça les amuse. Moi, de faire du business, de faire tourner mon argent, de développer des choses, ça m'amuse de la même façon. J'ai le même plaisir que quelqu'un qui est en train de jouer à Minecraft, en fait. Il y a ça, il y a le fait, comme je le dis dans la vidéo, que il y a des personnes qui travaillent autour de moi et j'ai l'impression que si je m'arrête, ces personnes-là, oui, effectivement, elles pourraient, c'est ce qu'a marqué quelqu'un dans les commentaires, elles pourraient trouver un autre patron, mais j'ai un peu cette responsabilité, si tu veux. Il y a ces revenus de ces personnes-là, il y a des personnes avec lesquelles je m'associe, tu vois, notamment pour le SaaS avec Loïc. Je tiens à ce que ce projet marche parce que ça va changer sa vie. Moi, ça ne changera plus ma vie, à part si on fait un projet à centaines de millions. Et encore une fois, l'argent, si ça changerait ma vie d'un point de vue statut, je passerai encore une tranche au-dessus de revenus, de fortune générale, mais j'achèterais rien de plus, tu vois. Il n'y a rien qui me fait envie que je voudrais m'acheter que je ne me suis pas acheté. Donc voilà, et cette personne-là, par contre, lui, ça va lui changer sa vie. Donc, j'ai ces projets-là dans lesquels je me suis engagé et c'est pour ça que je continue à les faire. Et ça, je l'ai fait avec plusieurs personnes, avec Joël, avec Loïc, avec d'autres personnes, avec Rémi. Donc, voilà, j'ai plusieurs projets comme ça où je me suis engagé d'une certaine manière et que je sais que eux, ça va leur changer leur vie. Donc, ça me motive à continuer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les trucs que j'ai dit dans la vidéo? Après, il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément personnels, qui m'ont animé dans le passé, mais qui ne m'animent plus toujours maintenant. Notamment un peu ces échelons que tu passes dans la vie quand tu atteins 3 millions, 4, 5 millions de fortune, 7 millions, 10 millions. Au départ, ces chiffres-là, ils veulent dire beaucoup pour toi parce que tu te sens bien de les atteindre, etc. Et puis passer un moment, chaque million que j'ajoute, c'est bien, je suis très content. Encore une fois, je tourne pas, je respecte l'argent, je me baisse pour ramasser le moindre centime par terre. Je tourne pas du tout le dos à l'argent, mais il ne change plus grand-chose. Mais je suis conscient que pour certains, c'est important d'atteindre certains paliers. Et puis il y a carrément une notion d'ego qui va derrière. Moi, je m'en fous. Sincèrement, j'ai passé ce cap-là. Peut-être j'ai grandi en maturité, j'en sais rien, mais ça me fait plus rien. Et je suis pas dans le concours de Bistouquette de qui a la plus grosse fortune. De toute façon, c'est un concours auquel tu perdras toujours parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que toi. Et même si c'est pas dans les classements Forbes, en fait, hors classement, tu as des mecs qui sont encore plus riches, des émirs, des machins. Il y a toujours quelqu'un qui sera plus riche que toi. Donc c'est pas quelque chose que je cherche. J'essaie de me rappeler de ce que j'ai raconté dans la vidéo, pourtant c'était il y a pas longtemps, mais c'est un peu ça, les raisons globales, c'est que je suis une machine à faire de l'argent et c'est ce qui me plaît dans la vie. Et puis il y a des gens qui comptent autour de moi, qui comptent sur moi. Et puis par exemple pour la thématique YouTube, il y a des gens qui sont contents de voir mes vidéos, à qui ça change les trajectoires de vie, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Tu verrais les commentaires que je reçois, soit sur YouTube, soit quand je rencontre les gens en vrai. Ça fait drôle. Encore une fois, c'est pas vendre un produit sur Amazon, YouTube, c'est plus que ça. Tu changes la vie des gens et tu as une sorte de responsabilité un petit peu de continuer à le faire. Et donc, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Trop bien. Est-ce que tu as un projet, est-ce que tu t'es fixé un projet en particulier
pour l'année prochaine d'un point de vue pro un objectif pro ou perso, hein, je sais pas ce que tu peux nous dire, mais est-ce que tu t'es fixé un projet pour 2026 ? D'un côté business, ça va pas être très, comment dire, très impressionnant. Simplement de continuer mes business comme c'est actuellement, de développer les choses gentiment. Je suis plus dans une phase où je suis vraiment à me tuer, tu vois. Voilà, que tout continue à marcher comme ça marche, d'essayer d'implémenter des nouvelles choses, comme on disait tout à l'heure, peut-être faire des séquences email un petit peu plus léchées, que ça aide les gens et peut-être que ça peut augmenter mon business. On a travaillé le SEO cette année, on va continuer là-dessus, les SaaS, etc. Donc voilà, continuer mes business, continuer à travailler comme je travaille. D'un côté perso, je ne sais pas si ça va être très inspirant, mais je voudrais apprendre à conduire des avions, à piloter des avions. Donc voilà, c'est un peu toujours dans mon truc de liberté, d'avoir mon plan B en cas de chaos. J'ai toujours un petit peu cette peur. Tu vois, une des raisons pour lesquelles on continue à accumuler de la fortune plus que de besoin, c'est parce qu'on est dans un monde qui est incertain. Il peut y avoir une guerre, il peut y avoir des choses moins graves comme un divorce, bien que c'est grave, mais où on peut perdre la moitié de sa fortune. Il y a des trucs qui sont... Le jeu de l'argent, il est quand même créé contre nous, tu vois. Gagner de l'argent, c'est déjà difficile. Le conserver, c'est encore plus dur. C'est ce que disait me répétait mon grand-père. Et donc, c'est pour ça que je continue à en faire. Et donc, dans cette logique un petit peu de pouvoir me préparer de n'importe quel événement, il y a le fait d'avoir plus d'argent que j'en aurais besoin à différents endroits, dans différentes classes d'actifs, mais également d'être très mobile. Et donc, d'apprendre à piloter des avions, je pense que ça peut être la next step pour moi. Donc voilà, 2025, je vais essayer de piloter des avions. Ok, 2026, c'est les bateaux ou... Bon... Pourquoi pas, mais ouais, non, pour l'instant ça me fait trop rien. Les bateaux, de toute façon, on pleure quand on les achète et quand on les revend de joie. C'est horrible, les yachts, ça se loue et ça coûte tellement pas cher à louer versus le coût de les posséder. Ouais, c'est un gouffre incroyable. Ça n'a aucun sens. Ouais, trop bien. Bah, excellent, Julien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin ? Non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. J'espère que ça apportera de la valeur à ton audience. Et voilà, c'était un plaisir encore une fois de partager avec ton audience. Bah, super, bah, écoute, je te remercie vraiment chaleureusement pour tout le temps que tu nous as accordé et toute la valeur aussi que tu as pu transmettre. C'était vraiment c'était super à écouter et ça donne plein d'idées. Ça montre qu'en gros tout est possible et ton parcours il est très inspirant et pour tout ce que tu dis, franchement, un grand merci. Dans tous les cas, moi je mets tous les liens. Je vais essayer de trouver aussi les outils, enfin tout ce que tu as partagé pour les mettre dans la description. Et puis surtout, de suivre tes contenus. Tes contenus sont... Moi j'aime beaucoup les suivre à titre personnel. J'aime bien recevoir le petit mail de la semaine avec « Allez, cette semaine, on parle de quoi ?» Parce que des fois, il y a des sujets qui sont très connectés avec ce que je vis aussi, donc ça me donne des petites idées. Donc sincèrement, un grand merci pour tout ça et puis hâte de suivre tes aventures prochaines. Merci à toi.